Bonjour à tout le monde. Marhaba bikom avec nous. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous en cette journée ensoleillée. Merci de nous avoir choisis pour la compagnie et pour participer à notre webinaire qui s'intitule aujourd'hui Questions sur un champion, le prématuré. Nous avons fêté il y a quelques jours, et plus exactement le 17 novembre, la journée mondiale de la prématurité. Euh, Au courant de cette journée, nous avons eu des festivités et pour ces festivités, on a voulu fêter et rendre hommage à nos prématurés. C'est rendre hommage à des champions qui font des exploits tous les jours. Pour eux, respirer tout seul est un exploit. Tolérer quelques gouttes de lait est un exploit, vaincre une infection est un exploit, et les exploits se multiplieront tout au long de leur aventure. Plusieurs d'entre eux continueront l'aventure jusqu'au bout. Certains quitteront l'aventure parfois trop tôt et malgré tout. Nous voulons également rendre hommage à des parents qui, entre espoir et désespoir, leur corps balance, et nous voulons tout à fait rendre hommage à un personnel soignant qui n'a eu qu'un seul choix, aimer, accompagner et assister ces petits êtres à la fois faibles et si forts. Plusieurs questions autour de la prématurité et pour ce webinaire, nous avons choisi trois thématiques principales. La première question, c'est avec Dr Khaled Neji, chef de service de gynécologie obstétrique, qu'on essaiera de répondre à la question: y a-t-il quelque chose à faire pour prévenir la prématurité spontanée et ses conséquences? La deuxième session, ça sera avec professeur Sonia Bliebsch, néonatologiste, qui va essayer de répondre à la question: quel suivi et quel parcours pour le prématuré? Et par la suite, on aura la troisième session avec notre professeur Soumaya Hlayem, pédopsychiatre, qui essaiera de répondre à la question: y a-t-il un mode d'emploi magique pour les parents de prématurés? La toute dernière session sera réservée à vos questions avec des questions courtes et des réponses rapides. Et je vous invite à nous faire part de vos questions tout au long de ces présentations sous forme de questions-réponses, donc au niveau du chat. Et on répondra à ces questions-là avec les panélistes juste à la fin des présentations. Donc, je souhaite à tout le monde un bon webinaire et je donne la parole tout de suite à Sir Khaled Neji pour nous parler de la première question concernant la prématurité. Est-ce qu'on peut finalement prévenir cette prématurité spontanée ainsi que ses conséquences? Docteur Khaled Neji, à vous la parole. Merci Samia. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Alors, merci Samia pour cette invitation. Merci à tout le board de l'Association tunisienne de médecine néonatale pour m'avoir associé à ce webinaire d'un intérêt certain pour nous tous. Alors, il va falloir que je réponde à la question que peut faire l'obstétricien pour prévenir et éventuellement traiter la prématurité spontanée. Vous voyez mon diaporama? C'est bon? Est-ce que vous voyez mon diaporama? Docteur Neji, on vous voit, vous. On ne voit pas le diaporama pour le moment. Ah, Ce n'est pas encore partagé. ah, ben, je l'ai partagé tout à l'heure pourtant, hein. C'est pour ça que je préfère toujours dans les webinaires m'assurer de ça. Je l'ai partagé avec Madame Nabih tout à l'heure, non? C'est encore, docteur Neji, c'est encore une fois. Qui fais-je? Il faut réessayer encore. D'accord. Il faut sélectionner l'écran. Il faut sélectionner sur l'écran avant de partager. Je l'ai fait tout à l'heure et ça a pris quand même un peu de temps tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. J'ai fini par le faire. Alors, d'accord et d'accord. Est-ce que c'est bon là? Là, ça commence, c'est parfait. D'accord. Donc, Il faut juste passer en diaporama. d'accord, très bien. Parfait. Donc c'est ça ma première diapo. C'est l'intitulé de ma présentation.
Alors, j'ai pompé tout ce que je vais vous dire par la suite dans les recommandations du Collège national français qui date de 2016. Vous allez vous dire qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts, Dr Neji, mais je vous assure que depuis 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose, il y a pas beaucoup de nouveaux, pour ne pas dire pas de nouveautés. Donc, en guise d'introduction, je dis que, mais ça vous le savez certainement mieux que moi, qui de par le monde, euh, c'est un fléau mondial de par les 15 millions de naissances prématurées qui surviennent par an. Je ne vais pas redéfinir les prématurités, vous les connaissez mieux que moi, et cette prématurité est spontanée à peu près dans la moitié des cas. Alors, ce qui se passe en Tunisie, Senia a bien voulu me donner des résultats de l'étude du multicentrique que vous avez faite en 2015. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai vu des chiffres réels qui reflètent notre réalité tunisienne, avec un nombre de prématurés de l'ordre de 39% quand même, sur les centres qui ont travaillé dessus, avec des décès néonataux de l'ordre de 9% des décès totaux. Et lorsque l'âge gestationnel est de moins de 33 semaines, ce taux de mortalité chute à 6,6%. Il n'y a pas que la mortalité qui était importante pour les prématurés, c'est surtout les complications qu'on voit après un suivi d'une année. Sur les 331 nouveau-nés qu'on a pu recontacter, et on voit quand même qu'il y a beaucoup de complications. Un prématuré sur deux a une complication, un type de retard staturo-pondéral, d'anémie, de bronchiolite, de troubles visuels. Et, Si Khaled, et ouais. Si Khaled, samahni de vous interrompre, mais on n'est pas Oui. en train de voir défiler les diapositives et vous n'êtes pas en mode diaporama. Bon, là, c'est bon. Et il faut passer en diaporama, Je suis passé en en bas diaporama. de l'écran. Je suis passé en diaporama, c'est bien. Non, pas du tout. Pour nous, non. Allez-y. Haka. Haka. Euh, Ça toujours défile ou pas. pas? Toujours pas. Bon. Appuyez peut-être sur F5. Ça défile, mais on n'a toujours pas un diaporama. Ah, c'est embêtant parce que, bon, pourquoi ça marche pas? Nouveau diaporama, contrôle à nouveau Suivre partenaire. quand même. Vous pouvez faire défiler, on vous suit. Si ça ne passe pas. Ça passe pas, mais là, vous êtes sur quelle diapositive, là? Étude de Là, on multicentrique est sur l'étude multicentrique tunisienne. Ottawa. Le suivi à un an. Et c'est bon alors. Oui, mais ce n'est pas en diaporama. Et Hatit diaporama, ça nous, Oaxaca. Berki, c'est toujours la même chose. Mais Michel, on arrive à suivre. Parce que ça continue à défiler, c'est bon. Ben, euh, alors, donc, je disais que il y a aussi des décès néonataux après une année de l'ordre de 3%. Donc, tout ça pour dire que quel est notre rôle, nous, les gynécologues, les obstétriciens, pour prévenir cette prématurité qui a des conséquences assez importantes sur le devenir psychomoteur de ces enfants. Alors, les facteurs de risque de prématurité sur lesquels on peut jouer, c'est des facteurs essentiellement maternels, comme vous le savez déjà, sociodémographiques, obstétricaux, psychologiques, qui sont assez occultés au jour d'aujourd'hui en Tunisie, génétiques, mais il y a aussi des facteurs paternels et environnementaux. Alors, je vais commencer par les règles hygiéno-diététiques sur lesquelles on peut agir et le mode de vie qu'on peut conseiller aux patientes. Je commence par l'activité professionnelle. Donc, sur les recommandations du collège, il y aurait une légère augmentation du risque de prématurité chez les patientes qui travaillent plus de 40 heures par semaine. J'espère qu'il y en a beaucoup en Tunisie, je ne suis pas sûr. Et celles qui ont des conditions de travail éprouvantes. Ça, là, je suis sûr qu'il en existe beaucoup en Tunisie et c'est un bon niveau de preuve. C'est un bon niveau de preuve. Euh,
L'activité sportive régulière, marche et nage pendant la grossesse est recommandée, mais chez les femmes avec une grossesse normale. C'est un bon grade de niveau de preuve. Une bonne nouvelle pour les maris, les rapports sexuels pendant la grossesse n'augmentent pas le risque de prématurité. Donc, ce qu'on leur dit du matin au soir, ne faites pas, n'ayez pas de rapports sexuels, c'est pas vrai. Donc, les rapports sont autorisés chez les femmes asymptomatiques, bien sûr. Et puis, ça, bien sûr, on s'en doutait, la consommation tabagique est associée à une augmentation de la prématurité spontanée. Et le sevrage tabagique qui peut réussir que dans 6% des cas, est associé à une diminution de la prématurité de l'ordre de 40%. Et c'est un niveau de preuve 1. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière cette consommation tabagique de la femme enceinte, sûrement un état de dépression. Effectivement, donc les troubles psychologiques à titre de dépression, d'anxiété et de stress maternel sont significativement associés à la prématurité. Donc, si on détecte ces signes-là, il va falloir se faire aider par les spécialistes en la question. Et surtout, si on dépiste une dépression pendant la grossesse, ceci est associé surtout à une diminution de la dépression, mais pas de l'accouchement prématuré. Autre volet sur lequel on pourrait jouer, nous, obstétriciens, c'est le délai entre les grossesses. Alors, un délai intergestationnel de moins de 18 mois est associé à un risque d'accouchement prématuré et c'est un bon niveau de preuve aussi. Donc là, on a un rôle à jouer, certes, il faut sensibiliser les patientes, jeunes surtout, aux risques inhérents aux grossesses rapprochées et c'est essentiellement, on est vraiment dans le rôle de la contraception, dans le domaine de la planification familiale et c'est le rôle de l'obstétricien et tout aussi de la sage-femme aussi. Alors, menace d'accouchement prématuré et repos. La première chose qu'on dit à une patiente qui vient pour menace d'accouchement prématuré, c'est reposez-vous, madame. Alors, on va voir si c'est vrai. Sachez que chez les patientes asymptomatiques avec un col court, donc celles qui ont un col court mais qui sont asymptomatiques, qui ne ressentent pas de contraction utérine, le repos n'est pas associé à une réduction de la prématurité. Je vais vous étonner. Elle n'est donc pas systématiquement recommandée. Donc moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses en faisant ce topo. Concernant les grossesses multiples asymptomatiques, l'hospitalisation préventive avec repos au lit n'est pas recommandée. C'est un grade A, car il y a un risque de complications thromboemboliques. Donc on s'expose aussi aux complications parfois de conseils qui ne sont pas vérifiés scientifiquement. Alors j'arrive à un sujet important qui, à mon avis, n'est pas n'a pas toujours été bien exposé en Tunisie, c'est la vaginose bactérienne et le volet infectieux. Alors, la vaginose bactérienne, c'est quoi? C'est un déséquilibre de la flore vaginale à la faveur d'une multiplication des bactéries anaérobies et la disparition des lactobacilles. Donc, son diagnostic repose sur une coloration de Gram avec établissement du score de Nugent. Ça, c'est pas important. Alors, ce qui est important, c'est que sa prévalence est quand même importante. En France, de l'ordre de 7%. Et le lien entre vaginose bactérienne et accouchement prématuré est certes faible, mais c'est une situation qui peut être traitée par le métronidazole. Ceci m'amène à répondre à une question importante. Quand réaliser un prélèvement vaginal chez une patiente? Et ça, depuis 97, les recommandations du collège de 97, ça n'a pas beaucoup changé aussi, puisque un prélèvement vaginal devrait être fait devant tout symptôme évoquant une infection, un type de prurite, brûlure vulvovaginale, le chorée, devant un facteur d'infection gravidique, à savoir notre sujet du jour, la menace d'accouchement prématuré, voire la rupture prématurée des membranes, et à titre systématique, si ça n'a pas été fait tout au long de la grossesse, vers 35-37 semaines d'aménorrhée, et ça c'est très important. Je ne suis pas sûr du tout que ça se fait en routine et que ça fait partie des réflexes de l'obstétricien tunisien, je ne suis pas sûr. Alors, quels sont les outils prédictifs de l'accouchement prématuré dans une population asymptomatique, hein? Là, on parle d'une population asymptomatique qui ne contracte pas encore, mais qui est à haut risque. Il faut l'interroger. Donc, c'est l'interrogatoire qui devrait cibler l'antécédent de prématurité. Ceci permettrait d'identifier une population à risque d'accouchement prématuré pour la grossesse en cours. Ce risque est corrélé au nombre d'accouchements prématurés antérieurs.
il est d'autant plus élevé que le terme de l'accouchement prématuré est précoce. Là aussi, c'est important à savoir. On va voir que l'échographie du col a détrôné le toucher vaginal. Il n'est plus question, enfin, il n'est plus question, il n'est pas recommandé de faire un toucher vaginal en 2021 lors des consultations prénatales. On pense même que ces touchés vaginaux devraient être délétères parce qu'ils peuvent ramener des germes vers l'endocole. Et ceci m'amène à parler de la, si j'ose dire, de la révolution en matière d'accouchement prématuré, c'est la mesure de la longueur du col par l'échographie. La mesure de la longueur du col par l'échographie vaginale. Donc, cette technique permet d'estimer le risque d'accouchement prématuré. C'est un très bon niveau de preuve. Donc, plus le col est court, et plus le col est court précocement, et plus le risque d'accouchement prématuré est important. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à donner des progestatifs dans la prévention de la prématurité spontanée? Est-ce que les progestatifs qu'on donne du matin au soir, aux premières contractions, sont finalement efficaces? Alors, je vous rappelle qu'il y a peut-être de cela un mois ou deux, il y a eu une pénurie de progestérone retard. Bon, je cite le nom pharmaceutique. C'est la 17-hydroxyprogestérone caproate et je vous promets qu'on a failli avoir un sit-in parce que les gens étaient très malheureux, très contents, les obstétriciens, les sages-femmes. On ne savait pas trop quoi donner aux patientes, surtout pour avoir intramusculaire. Donc, on va voir si cette molécule miracle est finalement aussi efficace que ça. Alors, la réponse, et je vous la donne, cette progestérone retard par voie intramusculaire n'est pas recommandée pour prévenir la prématurité dans les grossesses monofœtales sans antécédent d'accouchement prématuré. C'est un grade C. En revanche, on nous dit que la progestérone naturelle micronisée qu'on donne par voie vaginale est recommandée, mais quand? Lorsque le col est court, inférieur à 20 mm, en cas de grossesse monofœtale, asymptomatique et sans antécédent d'accouchement prématuré. Donc, pour vous dire que finalement, les progestatifs ne sont pas aussi efficaces qu'on le pensait. La progestérone prévient-elle la prématurité spontanée? La réponse est donc non. Chez les patientes asymptomatiques ayant un antécédent d'accouchement prématuré, la progestérone par voie vaginale ne semble pas associée aussi à une réduction du risque d'accouchement prématuré. C'est un niveau de preuve qui est assez acceptable. Donc, on retiendra que la progestérone n'est pas recommandée pour réduire le risque de prématurité en cas d'antécédent d'accouchement prématuré. Donc, ce n'est pas la peine de donner des molécules. Je pense que si on les donne, c'est surtout pour notre psychologie et celle de la patiente. Alors, on reste dans la progestérone. C'est important pour les obstétriciens parce que c'est notre dada, c'est notre prescription de tous les jours. Chez les patientes avec grossesse monofœtale ayant un antécédent d'accouchement prématuré et un col court, moins de 25 mm au deuxième trimestre, il n'y a pas de bénéfice de donner de la progestérone par voie intramusculaire. Aussi, il n'est pas recommandé d'utiliser la progestérone comme tocolytique d'attaque ou d'entretien. C'est un grade 1. Hein. Pour les grossesses gémellaires asymptomatiques, les progestatifs ne sont pas associés à une réduction du risque d'accouchement prématuré ou du risque néonatal, ni à la prolongation de la grossesse. Alors, qu'en est-il pour les grossesses gémellaires avec un col court? L'administration de la progestérone intramusculaire n'est pas associée à un bénéfice en termes de prolongation de la grossesse. Même la progestérone vaginale n'est pas associée à une réduction du risque périnatal et n'est pas recommandée dans ce contexte. Pour la grossesse triple, il y a aussi, là aussi, pas de bénéfice pour la progestérone. Donc, j'arrête. Je me mets à la place de ce jeune médecin qui donne de la progestérone du matin au soir. Les progestatifs, finalement, ne sont pas indiqués, ne sont efficaces et indiqués que chez les femmes avec une grossesse monofœtale évolutive qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas d'antécédent d'accouchement prématuré et qui ont un col court entre 16 et 24 semaines d'aménorrhée. Tout le reste des patientes ne sont pas une bonne indication à la progestérone. D'accord? Donc, je finis avec la progestérone pour passer à un autre sujet qui nous tient à cœur aussi, nous obstétriciens et vous aussi. C'est la place du cerclage du col dans la
prévention de l'accouchement prématuré. Est-ce que cette technique est à même de réduire et de prévenir l'accouchement prématuré? Alors, sachez que ce diagnostic d'incompétence cervicale est évoqué devant les antécédents de fausse couche tardive et ou d'accouchement prématuré spontané avec une dilatation non douloureuse du col. Alors, il n'est pas recommandé, du fait du seul antécédent de colonisation ou de malformation utérine ou d'antécédents isolés d'accouchement prématuré ou pour des grossesses gémellaires de faire un cerclage. Donc, tous les gens qui ont recours à cette technique, là aussi peut-être pour faire plaisir à leur psychologie, pour être moins inquiets peut-être, cette technique n'est pas du tout recommandée dans ces situations. Alors, en revanche, le cerclage est recommandé uniquement pour les femmes qui présentent une grossesse monofœtale avec un antécédent d'au moins 3 fausses couches tardives ou d'un accouchement prématuré. Et là, c'est un bon grade, c'est un bon niveau de preuve. D'accord? Ça, c'est très important parce que on voit autour de nous des gens faire des cerclages à tort et à travers, à tout bout de champ, et on n'est pas du tout sûr de l'efficacité de cette technique, et on n'est pas du tout sûr en plus qu'elle n'est pas donc délétère. Parfois, elle peut elle-même induire des contractions utérines dont on peut s'en passer. En cas de col court sur grossesse multiple, le cerclage n'est pas recommandé aussi. Là, je vous montre le bombement ou la protrusion des membranes à travers l'orifice cervical. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'on est devant ces situations-là, le cerclage à chaud. C'est-à-dire, c'est un cerclage que certains font lorsque la patiente présente des contractions utérines avec des modifications cervicales. Alors, ce cerclage à chaud est recommandé au 2e trimestre en cas de modification majeure du col, avec ou non une protrusion de la pose des os, en cas de grossesse monofœtale. Mais là aussi, on n'est pas du tout sûr de l'efficacité de cette technique. Alors, je passe maintenant à une technique qui est plus récente et certainement pas très utilisée en Tunisie, c'est le PCR. Alors, le PCR, c'est un dispositif médical en silicone qu'on met depuis quelques années chez les femmes qui ont un prolapsus urogénital pour le soutien de cette descente d'organes. Et après, il est venu l'idée à certains de le mettre pour les patientes qui font un accouchement prématuré. Il est très à la mode actuellement, un peu partout en Europe, aux Amériques aussi. Il coûte quand même entre 400 et 500 dinars, l'équivalent de 150 €. Et là aussi, pour le PCR, les données sont contradictoires, parce que si on voit que depuis 2012, le Lancet, un papier qui est paru sur le Lancet quand même, qui était très optimiste, qui disait que ce PCR pouvait retarder l'accouchement prématuré chez 94% des patientes et que le taux de prématurité peut être réduit de 27%. Les Français ne sont pas du tout d'accord, et un papier qui a vu le jour sur la revue blanche, le journal de biologie de la reproduction, en décembre 2016, pense que ce PCR finalement ne réduit pas le risque d'accouchement prématuré chez les patientes asymptomatiques enceintes de jumeaux, et il n'est pas recommandé de l'utiliser pour la prévention de l'accouchement prématuré dans la population générale asymptomatique de grossesse jumelle. Donc voilà, le PCR, oui, mais peut-être des études ici tunisiennes pourraient nous en dire plus. Alors, est-ce qu'il faut faire un dépistage de l'accouchement prématuré en faisant l'échographie du col chez les femmes asymptomatiques? Est-ce qu'il faut le faire ou non? Alors, on l'a déjà dit, plus courte est la longueur du col, entre 18 et 24 semaines, plus important est le risque d'accouchement prématuré spontané. Donc, si le col est très court, inférieur à 15 mm vers 23 semaines, le risque d'accouchement prématuré avant 32 semaines peut atteindre 50%. C'est intéressant, ça. Donc, la mesure du col avec un seuil de 15 mm est la meilleure méthode au jour d'aujourd'hui qui permettrait d'identifier un groupe de femmes asymptomatiques en population générale, mais qui présentent un risque d'accouchement prématuré spontané. Ça, c'est intéressant parce que chez ces patientes-là, on peut donner de la progestérone vaginale qui s'est avérée efficace dans 2 essais randomisés
pour réduire le risque d'accouchement prématuré chez les femmes asymptomatiques, on l'a dit, avec un col court à l'échographie du col du deuxième trimestre. Donc, ceci a été prouvé par 3 analyses médico-économiques, c'est important, qui ont démontré que ce dépistage de la longueur cervicale avec traitement par progestérone vaginale a un bon rapport coût-efficacité par rapport à l'absence de dépistage du tout. Ça, c'est une plaque qui peut être intéressante. Alors, la prédiction de l'accouchement prématuré chez les femmes symptomatiques, là, on n'a pas besoin d'échographie du col. On n'a pas besoin de beaucoup de techniques. Donc, c'est une patiente qui a des contractions utérines. On peut, soit cliniquement, soit à la tocométrie. Et puis, l'échographie du col, la longueur du col est significativement corrélée au risque d'accouchement prématuré spontané, ça on le dit. Alors, on a des seuils qui sont très intéressants parce que cette échographie du col est dotée d'une valeur prédictive négative qui est très intéressante, qui est de l'ordre de 97-98%. C'est-à-dire quand vous dites à une patiente, vous trouvez qu'une patiente a un col de 25 mm et plus, vous pouvez lui dire de rentrer chez elle tout en étant pratiquement sûr à 97% des cas qu'elle ne va pas accoucher chez elle d'ici 7 jours. C'est intéressant. C'est tout aussi valable pour les cols qui sont courts de 15 mm. Là, ces patientes-là peuvent faire un accouchement prématuré dans les 48 heures qui viennent. Donc, pour vous dire l'intérêt de cette technique de l'échographie du col. Donc, comme je l'ai dit, vu l'excellente valeur prédictive de l'échographie du col, on recommande de mesurer le col par écho avant de décider d'un transfert in utero pour menace d'accouchement prématuré. Ça, c'est intéressant pour toi, Semia. Si on peut généraliser cette technique chez les obstétriciens qui sont dans les maternités périphériques, pour les collègues dans le privé, si les gens ont la maîtrise de cette technique, on peut réduire significativement le nombre de transferts in utero si la longueur du col est rassurante chez ces patients. La fibronectine, on n'en est pas là, mais bon, il paraît qu'elle ne permet pas de réduire le taux d'accouchement prématuré et n'est pas recommandée. En plus, elle est chère, donc ce n'est pas un bon créneau. Alors, j'arrive à la prise en charge de la menace d'accouchement prématuré. Donc, avant de parler de tous les outils qu'on a, qui finalement, vous allez le voir, ne sont pas aussi efficaces que ça, s'il y a quelque chose qui va être efficace, c'est cette collaboration qui devrait se renforcer entre nous, obstétriciens et néonatologistes. Ça, c'est la pierre angulaire de notre stratégie future, si vous voulez qu'on fasse quelque chose pour ce petit champion de prématuré. Alors, à l'admission, on continue à faire une FSCRP qui sont encore recommandées pour dépister un syndrome inflammatoire. L'antibiothérapie n'est pas systématique en cas de menace d'accouchement prématuré, bien sûr en dehors d'une RPM. Le CBU est systématique, le prélèvement vaginal, on l'a dit, c'est systématique, et puis RCF et échographie sont indiqués. Alors, ça, il peut y avoir des notions intéressantes pour nous tous. L'hospitalisation prolongée, finalement, elle ne réduit pas le risque d'accouchement prématuré, comme on pensait le savoir, hein, et n'est pas recommandé du coup. Le repos holistrique ne réduit pas le risque d'accouchement prématuré, il majore même le risque thromboembolique. Du coup, il n'est pas recommandé non plus. Donc, il n'y a pas de recommandation concernant les modalités et les indications de transfert entre maternités. Ça, c'est intéressant. Il s'agit de conventions entre établissements qui doivent tenir compte des spécificités locales et des politiques des réseaux de périnatalité. Donc, chacun peut faire sa cuisine comme avec les moyens qu'il a, mais il n'y a pas de recommandation par rapport au transfert in utero, puisqu'on ne peut pas les extrapoler en fonction des moyens de chaque pays. Alors, j'en arrive à la tocolyse. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit par rapport à la progestérone. Donc, comparé au bêta-mimétique, la nifedipine ou la nicardipine réduit les accouchements préma avant 34 semaines d'aménorrhée. Elle s'associe aussi à une réduction du risque d'entérocolite ulcéronécrosante et d'hémorragie intraventriculaire et de syndrome de détresse respiratoire. Ça, on le sait. Alors, l'atosiban qui est donc prescrit facilement en France, par exemple, qui a fait couler beaucoup d'encre,
Donc, il est assez cher, il est 7 fois plus cher que la nicardipine, par exemple, mais il paraît qu'ils ont les mêmes effets, les mêmes effets, il est équivalent en matière d'effets sur la grossesse. Attention aux effets indésirables, surtout les bêta-mimétiques, il ne faut pas s'exposer à ces effets-là, tout en sachant que l'efficacité de ces tocolytiques n'est pas du tout prouvée. La nicardipine a l'avantage d'une administration précoce et d'un coût peu élevé, je l'ai dit, et il est recommandé de ne pas associer les molécules tocolytiques au risque de tomber dans le revers de la médaille qui est des effets indésirables. Donc, finalement, les tocolytiques dont on dispose aujourd'hui auraient un effet juste pour les MAP très légères. À la limite, pour ces MAP très légères, on les laisse se reposer chez elles, mais à la limite, s'ils n'auraient pas fait, ce n'aurait pas un effet juste placebo, mais au risque de vous décevoir, mais nos tocolytiques ne sont pas efficaces comme on le croyait. Alors, par contre, la corticothérapie reste un cheval de bataille pour nous. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant qu'avant 34 semaines, une cure unique de corticothérapie s'associe à une réduction significative des maladies des membres ragnalines, de l'entérocolite et des décès, et à long terme à une réduction des paralysies cérébrales. Et vous savez le reste mieux que moi. Après 34 semaines, l'administration d'une cure de corticoïdes est associée à une réduction de la morbidité respiratoire sévère, mais pas de la morbidité digestive ou neurologique. Il y aurait aussi des effets indésirables à cette cure de corticothérapie, essentiellement une augmentation des insulinorésistances à l'âge adulte. Ceci étant, en raison du balance bénéfice-risque très favorable à la corticothérapie, est recommandé à toute patiente à risque d'accouchement prématuré avant 34 semaines d'aménorrhée. Alors, les modalités, il n'y a pas, après 34 semaines d'aménorrhée, il n'y a pas d'argument pour recommander une corticothérapie, mais une cure peut être discutée dans les situations à haut risque de détresse respiratoire sévère. Les cures qu'on répète là aussi parce qu'on est un peu anxieux, parce qu'on veut faire, le trop bien, le mieux est l'ennemi du bien, il ne faut pas l'oublier. Ces cures répétées sont associées juste à des bénéfices respiratoires, si bien que cette stratégie de répétition de cure n'est pas recommandée parce qu'elle a des effets délétères neurologiques à long terme. Alors, la littérature ne privilégie pas un corticoïde par rapport à l'autre. Pendant très longtemps, on a dit que la bêta-méthazone était meilleure, mais il paraît que c'est pas vrai. Ça c'est intéressant. Les modifications induites par la corticothérapie sur le RCF et les mouvements fœtaux doivent être connues par la patiente déjà et par les équipes qui prennent en charge ces patientes à risque d'accouchement prématuré afin d'éviter des décisions d'extraction fœtale injustifiées. Donc, il ne faut pas se précipiter pour faire une césarienne devant des modifications de RCF juste après une cure de corticothérapie. Tant que ça, il faut que nos sages-femmes et nos jeunes résidents le sachent. Le diabète, aussi bien donc gestationnel qu'antérieur à la grossesse, n'est pas une contre-indication à la corticothérapie anténatale. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire sur cette plaque. Deuxième cheval de bataille, vous allez voir, je vais en parler dans ma conclusion, c'est la protection cérébrale du prématuré par le sulfate de magnésium. Il y a un an de cela, j'ai parlé beaucoup avec professeur Samir Qassem, je l'ai même invité à notre staff pour qu'on démarre ensemble une étude sur ce sujet, parce qu'on est très en retard par rapport à ce protocole. Elle pense certainement que je l'ai complètement oublié, mais c'est pas du tout vrai parce que j'en ai parlé tout de suite après à professeur Hayyan Marbi, et lui, il a beaucoup de réticence par rapport à ça. Il me dit que si on va se mettre à donner du sulfate chez les patientes en accouchement prématuré, il n'est pas sûr de la surveillance du protocole déjà, des effets indésirables du sulfate, bien qu'on ait l'expérience du sulfate en matière de prééclampsie. Mais ce qui l'embête le plus, c'est son effet sur la fibre musculaire lisse, et il a peur qu'il y ait plus d'hémorragie du postpartum. On est en train de discuter sur ça, mais je pense que
on n'a pas le choix que de démarrer notre propre expérience et pour avoir nos propres résultats. Donc, l'administration anténatale du sulfate avant 32 semaines réduit les taux de paralysie cérébrale et de troubles du développement moteur du prématuré. Son administration est donc recommandée en cas de grossesse monofœtale ou multiple, en cas d'accouchement prématuré imminent avant 32 semaines d'aménorrhée, et c'est un grade A, très important, un niveau de preuve 2. La dose de charge est de 4 grammes, suivie d'une dose d'entretien de 1 gramme par heure jusqu'à l'accouchement, avec une durée maximale de 12 heures. Ces doses seraient dénuées d'effets secondaires maternels délétères ou d'effets indésirables chez le nouveau-né à court et à moyen terme. Bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais juste pour dire que pour le mode d'accouchement en cas de prématurité spontanée, si la présentation encéphalique, la césarienne, sachez-le, et sachez, je parle des obstétriciens, la césarienne n'améliore pas le pronostic néonatal au cours du travail prématuré. La césarienne, je le répète, n'améliore pas le pronostic néonatal au cours du travail prématuré. Je rappelle qu'on a atteint des chiffres inacceptables de taux de césarienne en Tunisie. C'est pire dans le privé. Dans le public, dans les centres référents, c'est pas beaucoup mieux. En plus, donc, on sait aussi que cette césarienne est liée à une morbidité maternelle qui est plus importante. Et là, on est en train de payer le prix cash de cette inflation du taux de césarienne, à savoir les placentas accreta et j'en passe. Alors, en cas de présentation du siège, les données actuelles ne permettent pas de recommander une voie d'accouchement plutôt qu'une autre. Donc, pas de césarienne systématique du moins. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation pour dire que finalement, en dehors de la corticothérapie anténatale et du sulfate de magnésie, les outils diagnostiques et les traitements prénatals mis en œuvre depuis une trentaine d'années afin de prévenir la prématurité et ses conséquences ne sont pas encore à la hauteur des attentes ni des professionnels, nos collègues les néonates, et ni encore moins des familles. Donc, à mon avis, les axes et les pistes à développer en Tunisie, on pourrait sûrement jouer plus sur les règles hygiéno-diététiques et remplacer un couscous gras par une bonne salade de temps en temps. Nous avons de plus en plus affaire à des patientes qui sont très stressées déjà d'origine et puis à la base stressées et d'autant plus stressées qu'elles sont enceintes et peut-être très mal accompagnées, voire pas du tout accompagnées, sans soutien psychologique tout au long de leur grossesse. Je pense que la piste protocole sulfate de magnésie devrait voir le jour au centre de maternité, du moins, et pourquoi pas une étude multicentrique pour avoir des données tunisiennes qui, à mon avis, pourraient donner le plus. Il faut sensibiliser les sages-femmes et les obstétriciens de première ligne, les résidents à chercher plus l'infection. Je pense qu'on ne fait pas assez au jour d'aujourd'hui de prélèvements vaginaux systématiques. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer d'avoir une meilleure collaboration néonat-obstétricien. On ne peut plus continuer à travailler chacun pour soi dans son service. Il faut que cette collaboration soit vraiment une réalité et soit renforcée plus que jamais. Donc, voilà, ce jeune médecin est un peu impuissant devant la prématurité. On n'a pas beaucoup de choses à vous proposer. La balle est dans votre camp. Le petit champion prématuré est dans votre camp. On a beau lui donner un peu de progestérone, un peu de bêta-mimétique ou de tocolytique, mais a priori, ce n'est pas du tout suffisant. Il y aurait sûrement d'autres domaines sur lesquels on doit agir, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est vous les champions, les néonates, et cette superwoman que je salue encore, et notre recours lorsqu'on a affaire à un prématuré. Je vous remercie. Merci beaucoup, Zihal Neji, pour cette belle présentation. Je pense qu'on a fait le tour de la question en matière de prévention de la prématurité spontanée et de ses conséquences. On laissera les questions à la fin de tous les exposés et je passe la parole sans plus tarder à notre chère professeure Sonia Bliebsch
pour essayer de répondre à la deuxième question en matière de prématurité, et qui n'est pas des moindres. Quel parcours de suivi pour le prématuré? Docteur Blibish, à vous la parole. Merci, docteur Qassem. Si je peux avoir l'écran, s'il vous plaît. Il faudrait arrêter le partage. Bonsoir tout le monde, bon après-midi à toute l'assistance. Alors, on célèbre la journée mondiale de la prématurité par ce webinaire et je vous présente, après que le grand prématuré a échappé à la prématurité spontanée, comment va se produire son parcours de soins et quel sera son suivi tout au long de sa vie jusqu'à la... Alors, voici le plan de notre exposé. Nous allons voir quelques définitions, rappeler quelques notions d'épidémiologie, voir un peu les niveaux de soins en neonatologie en Tunisie, quel sera le parcours de vie hospitalière du prématuré et quel sera donc avant la sortie, ensuite son parcours après sortie et comment repérer essentiellement les troubles neurodéveloppementaux. Alors on rappelle en guise d'introduction, la prématurité est scindée en 3 types. La prématurité moyenne qui est la plus fréquente, elle s'étend de 33 à 36 semaines. La grande, c'est la plus fréquente, aux environ 80% des prématurés, sont des prématurés moyens. La grande prématurité, donc de 28 à 32 semaines, c'est celle qui comporte le plus de morbidité. Elle représente à peu près 15% de tous les prématurés. Et la très grande prématurité ou l'extrême prématurité qui représente le plus de problèmes de mortalité et d'éthique, avec un pourcentage de 5% donc de toutes les prématurés. La prématurité, la très grande prématurité, on l'appelle également la prématurité extrême, et pour la prématurité moyenne, elle est encore appelée la prématurité simple, scindée en prématurité modérée et en prématurité tardive pour la tranche 34-36 semaines. Alors, actuellement, dans le monde, il y a plus de 15% de plus de prématurés dans le monde, donc en l'espace de 15 ans, et on considère aujourd'hui qu'il y a un bébé sur 10 va naître prématuré. Alors, les différents types de séquelles sont dominés essentiellement par les déficiences intellectuelles et les troubles donc, des performances cognitives. La prématurité pose actuellement un problème de santé publique dans le monde et en Tunisie par sa fréquence, mais aussi par ses conséquences néonatales et par ses impacts sur le devenir postnatal des prématurés. Et par donc le devenir postnatal. Donc, en l'espace de 50 ans, en un demi-siècle, les progrès énormes des soins en périnatologie ont permis de réduire considérablement la mortalité des grands prématurés et en contrepartie, voir apparaître donc la prévalence des handicaps secondaires qui reste aujourd'hui un sujet redouté. Alors, la paralysie cérébrale et les troubles neurosensoriels avec les troubles cognitifs et les difficultés de performance cognitive à la scolaire sont inversement proportionnels à la gestationnelle et ils se voient essentiellement pour les enfants de moins de 28 semaines, les extrêmes prématurés, donc presque 50% et presque un enfant sur 4 grands prématurés de moins de 32 semaines va développer un retard neurodéveloppement de degré variable. Les facteurs de risque maintenant de ces troubles neurodéveloppementaux, c'est surtout la grande prématurité de moins de 33 semaines, la prématurité associée au retard de croissance, la prématurité avec l'asphyxie périnatale modérée à sévère, avec les anomalies de croissance cérébrale, avec les antécédents familiaux de troubles neurodéveloppementaux. C'est aussi la prématurité avec facteurs de risque comparables au nouveau-né, en particulier les photopathies infectieuses, l'exposition prénatale à un toxique majeur, en particulier les antibiotiques encore, et en particulier donc la dépakine, mais aussi l'éthylisme maternel, les méningoencéphalites, qu'elles soient bactérino-virales, les cardiopathies congénitales complexes et la chirurgie majeure prolongée répétée. Alors, les facteurs de risque modérés, c'est la prématurité tardive entre 33 et 36 semaines, mais aussi les prématurés avec un faible poids de naissance, avec un petit poids de naissance par rapport à la gestationnelle et les prématurés également avec une malformation cérébrale ou cérébelleuse de pronostic incertain, qu'ils soient anténatales, de diagnostic prénatal ou postnatal, c'est surtout la génétique du corps calleux et aussi les ventriculomégalies. Alors, les facteurs de risque maintenant qui sont en lien avec la prématurité, les facteurs familiaux, les facteurs postnataux. Les facteurs familiaux, c'est le milieu défavorisé, les mauvaises conditions socio-économiques, le jeune âge de la mère, les troubles neurodéveloppementaux dans la fratrie.
Pour ce qui est des facteurs en lien avec la prématurité, c'est l'absence de corticothérapie prénatale. Et pour tout ce qui est postnatal, c'est surtout les lésions cérébrales, les hémorragies intraventriculaires de haut grade, les lésions de leucomalacie ventriculaire, le sepsis néonatal sévère, la dysphasie bronchopulmonaire, l'entérocolite nécrosante et l'administration également postnatale corticoïdes. Ce qu'on appelle parcours de soins, le parcours de soins du prématuré, c'est sa prise en charge globale, c'est sa prise en charge à lui et à sa famille dans un territoire donné avec une meilleure attention aux malades et à ses choix. Le nouveau-né n'a pas deux choix, les choix sont imposés par le corps médical et imposés par les parents qui va avoir donc cette prise en charge va avoir nécessiter l'action coordonnée des acteurs de la prévention, les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux et intégrant les facteurs déterminants de la santé, à savoir l'hygiène, le mode de vie, l'éducation, le milieu professionnel et l'environnement. Qu'en est-il maintenant des technologies dans le monde? On décompte au jour d'aujourd'hui plus que 15 millions de nouveau-nés vont naître prématurés dans le monde et plus de 1 million meurent chaque année de la prématurité. Les complications de la prématurité représentent au jour d'aujourd'hui la principale cause de mortalité infantile pour les enfants de moins de 5 ans et on voit le chiffre le plus élevé de la prématurité, c'est essentiellement l'Afrique et l'Amérique du Nord. Alors, en France, on décompte chaque année plus de 55 000 enfants vont naître prématurés, soit environ 120 prématurés vont naître par jour. Et en Tunisie, on décompte chaque année 20 000 naissances prématurées avec aux alentours de 50 nouveaux prématurés tous les jours. Et l'OMS estime l'incidence de la prématurité en Tunisie aux alentours de 9%. Alors, sur une étude rétrospective multicentrique réalisée par le groupe d'études en néonatologie et publiée en 2018, il s'est intéressé aux prématurissimes de moins de 28 semaines entre 2012 et 2013 et nous avons recensé donc 109 maturissimes d'âge gestationnel moyen de 26 semaines et un poids de naissance de 989 grammes. Le taux de survie de ces prématurés n'était que de 24% avec des séquelles neurologiques observées à 2 ans pour 27% de ces prématurés. Alors, à notre institution, notre établissement de santé, nous avons recensé également sur une étude rétrospective monocentrique sur 10 ans, de 2006 à 2015, 73 prématurissimes, qui a été issue pour le tiers d'entre eux des grossesses multiples et pour le 5e d'entre eux de la procréation médicalement assistée. L'âge gestationnel moyen était de 26 semaines et un poids de naissance moyen de 960 grammes, avec une morbidité dominée par les détresses respiratoires et la morbidité infectieuse, et en particulier les infections associées aux soins. Et le taux de survie était de 19%, avec pour les survivants la paralysie cérébrale qui a été observée chez 3, une paralysie cérébrale chez 3 des 14. Alors, sur une étude également multicentrique réalisée par l'Association tunisienne de médecine néonatale et présentée au dernier congrès national de médecine néonatale le 19 juin dernier, nous avons mené une étude multicentrique de suivi des grands prématurés de moins de 33 semaines sur une période de 5 ans et donc de 2015 à 2020. Nous avons recensé 599 grands prématurés. Donc, les services qui ont participé à tout ce travail, c'était les 6 services de natologie niveau 3 et 3 services de pédiatrie à Tunis, à l'hôpital d'enfants et à Benarous et un à Djerba. Alors, nous avons retrouvé donc les grands prématurés étaient au nombre de 1447, ça représente 13% des hospitalisations et le taux de mortalité dans cette tranche de terme était de 6,6% des hospitalisés. Alors, les prématurés ont assuré un suivi régulier à l'âge de 5 ans uniquement dans 4%. Donc, le suivi régulier n'était assuré que dans 4% à l'âge de 5 ans et 43%, presque la moitié, étaient perdus de vue au cours de la première année. Donc, les complications observées au cours de la première année étaient dominées donc, pour les 46% des suivis, dominés par les anémies et les troubles transitoires du tonus. À 2 ans, pour les 45% des suivis étaient dominés par les troubles neurologiques et à 5 ans, pour les 35% des suivis étaient dominés par les troubles du langage et les troubles sphinctériens. Pour la poursuite du suivi, il était associé essentiellement à l'accouchement inborn, à l'origine du lieu de naissance. Les types de soins en néonatologie et les réseaux de périnatalité en Tunisie. Donc, en Tunisie, nous avons 3 secteurs et 3 niveaux avec comme principe qui régissent l'offre de soins l'équité, l'intégration et la coordination. Il y a le secteur public, le secteur privé et le secteur parapublic. Dans le
les trois niveaux de soins en Tunisie. C'est la première ligne est dominée essentiellement par les centres de soins de santé de base, la deuxième ligne est par les hôpitaux régionaux et la troisième ligne est par essentiellement les établissements de prise en charge. Alors, sur le plan, maintenant, l'état des lieux de la santé maternelle et natale, nous décomptons en Tunisie 155 maternités réparties en 108 logées dans les hôpitaux de circonscription, 34 dans les hôpitaux régionaux et 13 dans les hôpitaux universitaires. Alors, pour ce qui est donc de la prise en charge, l'offre en périnatalité et les structures de soins publics de troisième niveau en Tunisie, nous avons essentiellement donc 13 maternités niveau 3 et il n'y a que 7 services de néonatologie niveau 3 attenant à ces maternités de niveau 3 et 2 unités, donc avec des unités de néonatologie développées dans les différents services de pédiatrie déployés sur les centres hospitalo-universitaires. Alors, le niveau de soins, donc le niveau 1, les hôpitaux de circonscription, ils permettent de prendre en charge donc, les nouveau-nés dans les hôpitaux de circonscription, mais aussi dans les hôpitaux régionaux et dans les hôpitaux, les centres hospitalo-universitaires de niveau 3. Alors, là, les niveaux de soins, donc je rappelle que le type 1, qui se trouve dans le type 1, c'est une maternité où il n'y a pas de service de néonatologie qui va assurer uniquement les soins courants. Le type 2, c'est réparti pour les maternités avec unité de néonatologie simple ou avec unité de néonatologie et avec des soins intensifs. Et le type 3, le type 2A, le type 2B. Le type 3, c'est une maternité avec une réanimation néonatale. Et ce type 3 n'existe pour toute la Tunisie que dans 7 services. Sur toute la Tunisie, il n'y a que 7 services qui vont assurer les maternités niveau 3 qui drainent les grossesses à haut risque avec un service de réanimation néonatale attenant qui assure bien évidemment les 3 niveaux de soins, c'est-à-dire le type 1, les soins courants, les types de prise en charge des soins de néonatologie simple et les soins de néonatologie avec des soins intensifs. Alors, pour tout ce qui est la répartition des lits de néonatologie en fonction du niveau de soins, donc vont tenir compte d'un certain nombre de critères. Pour le niveau 2A et B, ça va tenir compte de la gestationnelle, du poids, de la pathologie respiratoire, dont le type 2A par exemple, c'est des enfants qui vont avoir une détresse respiratoire peu sévère et dont les lits de réanimation vont fournir donc la ventilation prolongée, quelle que soit la méthode, et ça va être aussi pour les enfants qui vont être drainés avec une morbidité respiratoire lourde. Alors, ça va tenir également comme autre critère, c'est la nutrition parentérale, le contexte infectieux, le contexte neurologique et les différents autres types de soins spécialisés de la période natale. Dans le niveau 3, c'est essentiellement les exsanguines de transfusion et la réanimation à la fois cardiaque et chirurgicale. Alors, pour la Tunisie, elle est répartie en 7 niveaux, en 7 zones. Le zonage, c'est le grand Tunis qui est le nord avec 7 gouvernorats, il y a le nord-est et le nord-ouest, le centre avec le centre-est et le centre-ouest également, il y a 7 gouvernorats, et dans le sud avec le sud-est et le sud-ouest et 7 gouvernorats. Quel sera le parcours donc, de suivi de ce prématuré une fois il est né dans une maternité? Alors, pour le parcours de soins, si on prend les extrêmes prématurés de moins de 28 semaines, si la situation est un risque d'accouchement prématuré imminent, bien évidemment, il va y avoir une évaluation obstétrico-pédiatrique avec donc une rencontre avec les parents et bien évidemment l'orientation vers une maternité avec l'idéal serait de faire un transfert in utero vers une maternité niveau 3 où il y a la réanimation néonatale. Donc, dès la salle de naissance, la prise en charge va être spécifique dès la salle de naissance, ensuite dans le service et une fois sortie de l'hôpital. Pour donc, la prise en charge de la salle de naissance, il va y avoir une prise en charge spécifique de l'adaptation cardiovasculaire, l'adaptation respiratoire, la régulation thermique. Et une fois hospitalisé dans le service donc, de niveau 3, dans le service de néonatologie, il va y avoir un univers ultra médicalisé avec des dispositifs médicaux qui sont assez lourds, assez coûteux et assez spécifiques au niveau de la complexité. Et les soins intensifs de la médecine néonatale vont s'orienter sur les différents, comme il y a l'immaturité, des grandes fonctions vitales et l'absence de réserve énergétique. C'est des enfants qui vont développer des complications spécifiques, à la fois respiratoires, hémodynamiques, digestives, infectieuses, neurologiques. L'infectieuse est liée essentiellement à la prolongation de la durée de l'hospitalisation pour tout ce qui est donc de
La prise en charge respiratoire va être axée sur la morbidité spécifique de la grande prématurité, la morbidité spécifique également sur le plan hémodynamique, la morbidité digestive et en particulier l'entérocolite et la morbidité neurologique qui est liée essentiellement à toute l'instabilité hémodynamique et respiratoire et on va avoir des lésions cérébrales majeures. Alors, toute cette prise en charge assez compliquée doit être contournée par les soins de développement avec l'implication et l'intervention des parents pour déjà pour essayer de tendre vers ce qu'on appelle le NIDCAP, c'est éviter le stress chez les enfants en impliquant les parents dans leur prise en charge par le Neonatal Individual Development Care Assessment Programme. Alors, une fois l'enfant, après un certain temps d'hospitalisation qui va être très souvent assez long, de l'ordre de 3 mois, donc il va y avoir la sortie à domicile avec un suivi et les ressources. On peut proposer pour ces enfants une hospitalisation à domicile. Il va y avoir la coordination du réseau de suivi et aussi l'implication des centres d'aide médico-psychosociaux à ces enfants. Alors, la prise en charge, juste ici pour montrer quelques iconographies, pour comparer un grand prématuré, un très grand prématuré, un prématuricide de 27 semaines eutrophique, 800 grammes, comparé à un nouveau-né à terme eutrophique. Vous voyez un peu la dimension anthropométrique. Là aussi, pour vous montrer la lourdeur de la prise en charge des grands prématurés, soumis à la ventilation mécanique et ensuite la prise en charge nutritionnelle, les différentes postures pour essayer d'éviter également les postures. Là, ici, surtout l'application de la mère dans le pot à pot dès la salle de naissance et puis après, donc tout au long de l'hospitalisation, on essaie de proposer le pot à pot et c'est très important pour le développement le développement global de ces enfants. Alors, les complications de la prématurité, bien évidemment, sont des complications qui vont se voir à court, à moyen et à long terme. Ce sont des complications lourdes et qui touchent essentiellement le grand prématuré et l'extrême prématuré. Elles sont guettées par des complications infectieuses, particulièrement, pas seulement l'infection latérale-fœtale, mais surtout après ces infections associées aux soins, les complications pulmonaires, les complications digestives, l'entérocolite ulcéro-microcente, les complications neurologiques, les lésions de leucomalacie, les lésions d'hémorragie, les lésions d'eucomalacie et l'hémorragie intracérébrale et les complications ophtalmologiques, le corollaire des lésions neurologiques avec surtout la rétinopathie du prématuré et l'hypopathie du prématuré. Alors, comment ça se prépare la sortie de l'enfant de l'hôpital? Donc, tout ce parcours, il y a des conditions, bien évidemment, de sortie. Une fois l'enfant, il a dépassé toutes les complications. Il va y avoir des conditions de sortie qui vont être inhérentes, des conditions qui sont inhérentes à la famille et des conditions inhérentes à l'environnement. Pour ce qui est des conditions inhérentes à l'enfant, 4 conditions doivent être réunies. Un âge postmenstruel qui doit être au-delà de 35 semaines, un poids de sortie qui doit être aux alentours de 1800 grammes, plus ou moins 100 grammes, avec le caractère ascendant de sa courbe de croissance et ajusté, bien évidemment, en fonction des conditions géoclimatiques et familiales de l'enfant. Cet enfant doit avoir une autonomie alimentaire en termes de maturité, succion, déglutition acquise et une homéostasie thermique habillée hors de son incubateur dans son berceau. Alors, les conditions inhérentes à la famille, bien évidemment, il faudrait des soins quotidiens préalablement assurés par la mère et appris par la mère, avec surtout la mise au sein, les soins, le change, l'évaluation du comportement, l'entretien avec les parents, l'entretien des parents avec le médecin traitant pour expliquer l'état de l'enfant, les risques qu'il peut concourir, l'intérêt d'un suivi continu de ces enfants jusqu'à l'âge scolaire et discuter avec les parents des modalités de suivi en fonction de leur lieu de résidence. Il faudrait peut-être penser à une unité de relais pédiatrique et pourquoi pas une hospitalisation à domicile en cas de besoin. Alors, il faudrait également, avant la sortie de ces enfants, œuvrer pour le cocooning, ce qu'on appelle le rattrapage vaccinal de toute la famille, particulièrement comme dans cette période de l'année, on est en fin d'automne, début d'hiver, il faudrait envisager la vaccination contre la grippe saisonnière, la vaccination contre la coqueluche, la vaccination contre la rougeole et bien sûr aussi la vaccination obligatoire contre le Covid-19. Il faudrait également choisir un médecin référent avec la famille pour assurer le suivi de ces enfants. Alors, quelles sont les conditions maintenant inhérentes à l'environnement? Bien évidemment, il faut préparer le domicile de l'enfant en termes d'hygiène, de chauffage.
Il faudrait également différer la sortie en cas de contagion viral dans l'entourage. Si les frères ou les grands-parents sont contaminés, il faut éviter de les faire sortir pour qu'il n'y ait pas ce contact. Éviter également les sorties de ces enfants pendant les canicules en période estivale ou encore les températures très basses en période hivernale et différer la sortie avec un pot de sortie aux alentours de 2000 grammes en hiver et de l'avancer peut-être à 1600 grammes en été en fonction des conditions. Alors, les mesures d'hygiène doivent être appliquées à domicile par les parents, surtout le lavage des mains, interdire toute exposition à la fumée et au tabac et surtout, limiter les visites et l'exposition de ces enfants à de fortes concentrations d'individus pour éviter toute contamination à domicile. Alors, les documents qu'on va livrer aux enfants à la sortie, ça sera 6 documents. D'abord, le carnet de santé du monde bien rempli, avec une lettre au médecin référent, un résumé d'hospitalisation et un algorithme de suivi aux différentes consultations. On va livrer à l'enfant une ordonnance comportant essentiellement le traitement martial, la vitamine D, et éventuellement un lait de supplémentation adapté à son état. Il faudrait donner également une carte de rendez-vous, un livret de sortie développé par le service qui a pris en charge cet enfant qui va préciser le parcours de soins. Alors, comment va se faire le suivi médical après la sortie de l'enfant? Alors, il va y avoir toute une organisation générale et la surveillance va s'axer sur la croissance, la vaccination, la surveillance ophtalmologique auditive, le dépistage des troubles neurodéveloppementaux et on va voir finalement comment on coordonne comment la coordination va se faire entre les différents professionnels. Alors, pour les principes généraux de ce suivi clinique particulier une fois sorti de l'hôpital va se faire par un médecin référent en commun accord avec la famille et ce médecin référent, son nom doit figurer sur le carnet de santé de l'enfant. Alors, les enfants avec des facteurs de risque modérés de troubles neurodéveloppementaux vont avoir des consultations de repérage auprès d'un médecin référent choisi par la famille, qu'ils soient les médecins habituels de l'enfant, c'est-à-dire le pédiatre ou le médecin de famille, ou encore le médecin du centre de soins de santé de base, ou encore le médecin scolaire. Pour les enfants avec haut facteur de risque de troubles neurodéveloppementaux, il est recommandé de garder un lien avec le service d'hospitalisation d'origine parallèlement au suivi qui est assuré par le médecin référent. La première consultation de l'enfant une fois sorti d'hôpital devrait se faire entre le 7e et le 15e jour après la sortie et tous les 15 jours jusqu'à ce que le poids dépasse les 3000 grammes. Alors, ces consultations vont être systématiques par le médecin à l'âge corrigé de 3 mois, donc ça va être une consultation tous les 3 mois et une fois par an jusqu'à l'âge de 7 ans à partir de l'âge de 24 mois. Les consultations spécialisées vont être coordonnées et demandées par le médecin référent selon les besoins spécifiques de chaque enfant et en fonction des données suivies. Pour ce qui est de la croissance et de la nutrition, alors l'intérêt des consultations programmées, c'est surtout d'insister sur l'intérêt majeur de l'allaitement maternel, d'encourager l'allaitement maternel pour tous les avantages et les bienfaits, aussi bien pour la maman que pour son bébé. Alors, le lait pour prématurés va être préconisé jusqu'au poids de 3000 grammes. La diversification alimentaire pour les prématurés devrait commencer à partir du début 6e mois. Contrairement aux enfants nés à terme, on va les faire gagner 1 mois par rapport aux enfants et à terme pour pouvoir introduire progressivement, mais précocement aussi, les viandes rouges et améliorer l'apport martial de ces enfants. Le suivi du rattrapage staturopondéral va être donc assuré jusqu'à l'âge de 2 ans pour pouvoir se mettre en place le rattrapage staturopondéral et tout retard ou toute absence de rattrapage statural devrait faire orienter l'enfant vers l'endocrinologue pédiatre. Alors, le suivi de la croissance doit être impérativement également consigné sur le carnet de santé de l'enfant. Pour la vaccination, le calendrier vaccinal de l'enfant prématuré doit avoir le même âge chronologique que l'enfant né à terme, avec certaines spécificités. Par exemple, pour le vaccin antigrippal, il est recommandé de le faire à partir de l'âge de 6 mois pour les enfants qui ont donc un problème de dysplasie bronchopulmonaire ou encore les enfants qui ont un asthme modéré à sévère. Pour les membres de la famille, là aussi, nous l'avons dit, il faudrait faire attention pour le cocooning vaccinal de la famille. Et pour ce qui est de la prophylaxie antivirus respiratoire syncytial, il faudrait mettre en place, bien sûr, les mesures préventives communes, à savoir essentiellement le lavage des mains, le port de masques anti-projection, le masque facial et surtout aussi la distanciation physique de l'enfant et si disponible, pourquoi pas mettre en place les anticorps monoclonaux, le palivizumab ou le Synagis. Alors, la vaccination, le calendrier vaccinal de ces enfants va répondre au même schéma vaccinal que les enfants nés à terme avec des petites précautions, surtout pour le BCG, qui devrait être fait au-delà de l'âge de 31 semaines et un poids
qui dépassent les 2500 grammes sur des enfants qui vont être stables et juste avant le retour à domicile. On préconise également de les vacciner contre le rotavirus par 3 doses vaccinales et mettre en place également une troisième dose au lieu de faire uniquement 2 avec un rappel à 11 mois pour le BBC, le pneumocoque. Il faudrait rajouter une troisième dose à l'âge de 4 mois et aussi faire un rappel à l'âge de 10 mois pour l'hémophilus influenzae type B. Pour le suivi ophtalmologique, donc, le dépistage de la rétinopathie devrait être effectué par un ophtalmologiste qualifié dans le repérage des rétinopathies du prématuré. L'examen du fond des œufs doit se faire à un âge postnatal de 4 semaines et recontrôler un terme corrigé de 40 semaines. Ce dépistage est également indiqué chaque fois qu'il y a des facteurs de risque, en particulier chez les grands prématurés de moins de 30 semaines et les très faibles poids de naissance de moins de 1500 grammes, selon les recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie et d'ophtalmologie, révisée en 2018, et également pour les nouveau-nés très faible poids de naissance, faible poids de naissance, au-delà de 30 semaines, avec des complications néonatales systématiques. Donc, c'est un examen ophtalmologique systématique pour tous les prématurés qui ont bénéficié d'un soutien cardio-ventilatoire et qui risquent de faire une rétinopathie du prématuré, à savoir qu'ils sont issus des grossesses multiples, qui ont développé un sepsis sévère, des troubles hémodynamiques, qui ont bénéficié d'une transfusion sanguine ou encore qui ont fait des apnées. Alors, les troubles de la réfraction doivent également être guettés à l'âge de 9 mois, 3 ans et 5 ans, et chaque fois qu'il y a un strabisme qui persiste au-delà de 4 mois. Pour le dépistage d'amblyopie, elle doit se faire entre 9 et 12 mois chez les anciens prématurés à haut risque. Et surtout aussi chez les prématurés qui ont des lésions cérébrales. Pour tout ce qui est du suivi oral et auditif, nous avons dit que le dépistage thématique de surdité doit se faire avant la sortie de l'hôpital. Et pour les enfants qui ont échappé à la règle du dépistage, un potentiel évoqué auditif du tronc cérébral doit se faire avant l'âge de 6 mois pour envisager une prise en charge précoce en cas de surdité sévère à profonde. Et donc, il faudrait faire très attention également aux très grands prématurés et ceux qui ont été traités pour un sepsis néonatal. Et il est recommandé également pour les enfants qui ont fait des problèmes d'oreille moyenne ou de retard de langage de les soumettre à un examen spécialisé. Alors, pour le dépistage maintenant et la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux, les troubles neurodéveloppementaux, d'après le DMS5, sont de plusieurs natures. Ce sont des troubles essentiellement donc de communication, des troubles de développement, c'est-à-dire les déficiences intellectuelles, les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles spécifiques des apprentissages et les troubles neuromoteurs. Alors, quels sont les enfants qui vont bénéficier de surveillance spécifique et d'intervention précoce? Ce sont tous les enfants qui sont grands prématurés de moins de 32 semaines et les prématurés également moyens, entre 32 et 30 semaines, avec haut risque de troubles développementaux. Alors, quel est l'intérêt de l'intervention précoce? C'est toute intervention précoce. Alors, la définition de l'intervention précoce, c'est toute intervention neurodéveloppementale mise en place entre la naissance et l'âge scolaire dans les domaines à la fois physique, moteur, socio-émotionnel, cognitif. L'intervention précoce doit être adaptée à chaque enfant, multidisciplinaire, centrée sur la famille, d'intensité croissante et intense. Alors, les objectifs donc, de l'intervention précoce, c'est de modifier la trajectoire développementale qui est souvent perturbée chez les prématurés en enrichissant leur environnement, en supportant les développements moteurs et cognitifs, en soutenant la résilience aux étapes précoces du développement. Les principes de cette intervention précoce, elles se basent sur la relation parent-enfant, le développement de l'enfant ou sur les deux. Les interventions vont se faire sur le domaine physiothérapie, sur l'ergothérapie, la psychologie, les traitements neurodéveloppementaux et l'amélioration de la relation parent-enfant, le développement de l'enfant et les soins de l'enfant et les supports éducatifs. Alors, quel est l'intérêt? Donc, les résultats attendus, c'est des programmes d'intervention précoce pour les nourrissons prématurés qui ont une influence positive sur les résultats cognitifs et moteurs au cours de la petite enfance, avec des avantages cognitifs qui persistent à l'âge prématuré. Alors, quelle est la place des parents dans la prise en charge précoce des enfants à risque de troubles neurodéveloppementaux? Chez les prématurés, les risques de troubles neurodéveloppementaux, les troubles de la régulation émotionnelle peuvent altérer la qualité des interactions avec leur famille. Il a été démontré que l'intervention précoce a une efficacité en améliorant la relation déjà parent-enfant, en aidant les familles à adapter leur comportement en fonction des besoins de leur enfant et en réduisant le stress parental. Il est essentiel pour les parents de les valoriser dans leur sentiment de compétence et de les placer au cœur de la prise en charge et de l'éducation de leur enfant. Il est recommandé d'intégrer très
stratégies d'accompagnement et de soutien au développement de ces compétences de régulation émotionnelle, au programme d'intervention et de formation habituellement proposés aux parents d'enfants vulnérables et des enfants. Alors, comment procéder maintenant au repérage des troubles neurodéveloppementaux? Il y a des personnes impliquées, des personnes ressources, il y a aussi des outils d'aide au repérage. Pour les personnes impliquées, ce sont essentiellement les parents qui vont pouvoir informer les professionnels de la petite enfance. Il y a aussi les professionnels de santé qui vont guetter ces troubles au moment des consultations systématiques. Il y a aussi, pendant l'âge scolaire, les enseignants et les professionnels de l'éducation nationale. Alors, comment? Quels sont les outils qui vont nous aider au repérage de ces troubles neurodéveloppementaux? Ce sont les signes d'alerte qui vont être relevés à l'examen clinique lors des consultations systématiques, mais aussi il y a des questionnaires qu'on propose aux parents et aussi il y a des tests, des batteries de tests qui sont adaptés à chaque tranche d'âge. Alors, pour les tranches d'âge, bon, ça varie entre la tranche d'âge de la petite enfance entre 0 et 3 ans, ensuite de 4 à 6 ans. Il y a 5 domaines qui vont être évalués. Il y a le domaine de la motricité globale, de la motricité fine, du langage, de la socialisation, qui vont être évalués sur les 3 premières années. Ensuite, il sera rajouté la cognition à partir de 4 ans et aussi 2 dimensions qui sont importantes de mettre en valeur dans le repérage. Donc, les signes d'alerte, c'est les facteurs de haut risque de troubles neurodéveloppementaux, les comportements instinctuels, sensoriels et émotionnels de ces enfants. Alors, si par exemple, on prend la tranche d'âge de 6 mois, alors s'il y a 2 signes absents, donc au moins 2 domaines, de la motricité globale, de la motricité fine, du langage oral ou de la socialisation, rajouter à ces signes l'existence des facteurs de haut risque et des comportements instinctuels, sensoriels et émotionnels particuliers, bien sûr, cet enfant, c'est des signes de repérage, donc neurodéveloppementaux. À l'âge de 12 mois, par exemple aussi, c'est quand on a 2 signes absents dans au moins 2 des 4 domaines que nous, la motricité globale avec le contrôle postural, la locomotion, voici tous les signes qu'on peut ne pas retrouver. Là aussi, c'est un facteur de risque de troubles. À 18 mois, pareil, également, quand l'enfant a 18 mois, par exemple, n'arrive pas à se lever seul à partir du sol ou ne marche pas sans aide, ou encore si l'enfant n'arrive pas à désigner un objet ou une image sur une consigne orale, par exemple, ou s'il n'arrive pas à dire spontanément 5 mots, maman, dodo. Donc là aussi, il faut faire attention, c'est des troubles neurodéveloppementaux qu'il faut prendre en considération. À partir de l'âge de 4 ans maintenant, c'est la notion de cognition. Si l'enfant à l'âge de 4 ans n'arrive pas à compter des objets ou à faire le tri des objets par catégorie, par exemple, connaître les couleurs, les formes, là aussi, c'est des signes. Alors maintenant, comment on procède au repérage? Il y a des tests, une batterie de tests de repérage des troubles neurodéveloppementaux qui ont été validés dans la littérature et c'est donc différents tests sont utilisés par les professionnels de santé dans les domaines global, dans le domaine du trouble du spectre autistique, dans le domaine du comportement, dans le domaine du langage, par le domaine donc, des fonctions exécutives, par les ergothérapeutes, les psychomotriciens, dans les troubles de déficit de l'attention également, les troubles de la coordination. Donc, tous ces tests vont explorer certains domaines pour essayer de démontrer les troubles neurodéveloppementaux spécifiques de l'enfant dans de ces domaines. Si on prend par exemple pour l'autisme, il y a le MCHAT, le Modified Checklist pour l'autisme, for Autism in Toddlers. Alors c'est un questionnaire destiné aux parents. Il y a 23 questions. Et sur les 23 questions, si on retrouve 6, les numéros 2, 7, 9, 13, 14, 15, c'est donc ces 6 items ont été identifiés comme pouvant prédire de l'autisme chez l'enfant. Alors, quel sera le parcours de soins donc, pour un prématuré à risque neurodéveloppementaux? Alors, quand il y a des facteurs de haut risque neurodéveloppementaux, alors la consultation va se faire spécialisée, va se faire par un médecin référent qui est formé aux troubles neurodéveloppementaux, qui va assurer le suivi et la coordination de cet enfant. S'il retrouve des signes d'alerte de troubles neurodéveloppementaux, s'il ne trouve pas, il va poursuivre la surveillance clinique normale de cet enfant. Si par contre il y a des signes d'alerte, il va y avoir l'application d'interventions précoces et qui vont être évaluées tous les 3 mois. S'il y a amélioration, il va y avoir la poursuite de la surveillance clinique. Si absence d'amélioration, il y aura une orientation vers une consultation diagnostique et une prise en charge disciplinaire. Maintenant, pour les prématurés avec facteurs de risque modéré de troubles neurodéveloppementaux, la consultation va se faire par le médecin référent qui va repérer les signes d'alerte, des troubles neurodéveloppementaux également. S'il n'y a pas de signes d'alerte,
de troubles neurodéveloppementaux, la surveillance va être assurée de façon normale. Si par contre il y a des signes d'alerte tout au long de la surveillance par le médecin référent, il va mettre en place les interventions précoces et en adressant donc le malade à une consultation spécialisée par un médecin formé aux troubles neurodéveloppementaux qui va assurer le suivi et la coordination de ces enfants, ensuite orienter vers une structure diagnostique et de prise en charge multidisciplinaire si besoin. Alors, l'orientation d'un enfant suspect d'avoir des troubles neurodéveloppementaux, donc le repérage des signes d'alerte, va, par le médecin référent, il va veiller à mettre en place des actions et débuter sans attendre des interventions spécialisées en attendant la confirmation, pour avoir la confirmation d'un développement inhabituel, c'est-à-dire l'orienter vers un ophtalmo, l'orienter vers un bilan orthophonique, l'orienter vers un bilan de développement moteur par un kinésithérapeute, par un psychomotricien, par un ergothérapeute, et l'orienter aussi vers une équipe spécialisée formée aux troubles neurodéveloppementaux. Et donc, cette évaluation multidimensionnelle, multidisciplinaire va viser diagnostic spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux, va se faire aussi par le pédopsychiatre, neuropédiatre. Donc, il est recommandé pour le parcours de soins du prématuré à risque ayant des troubles neurodéveloppementaux que le médecin qui assure le suivi habituel d'enfants en sert sa fonction de référent dans le suivi d'enfants, notamment pour coordonner le diagnostic des troubles associés ultérieurs. Et il veillera également à assurer, en lien avec les équipes spécialisées, des démarches administratives conséquentes avec les structures concernées, particulièrement avec la CNAM et l'unité de répression si besoin. Alors, la coordination entre les différents professionnels va se faire, il faudrait qu'elle se fasse donc par un réseau de périnatalité et elle ne peut se concevoir sans la présence fondamentale d'un réseau de périnatalité et d'une plateforme d'information. Alors, pour le réseau de périnatalité, nous en avons parlé, c'est une structure de coordination, d'appui, d'évaluation et d'expertise médicale qui exerce des missions dans le champ de la santé périnatale en amont et en aval de la. Les réseaux de périnatalité vont coordonner les différents niveaux de soins en fonction de l'état de la santé maternelle et néonatale pour guider donc la prise de ces enfants. Alors, la coordination donc, entre les différents professionnels va se faire également par le biais d'une plateforme de coordination et d'orientation pour les enfants avec des troubles neurodéveloppementaux. La structure porteuse de la plateforme peut être un établissement ou un service sanitaire ou un service médico-social, et la création de ces plateformes s'inscrit dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques. Cette plateforme va se charger d'organiser 3 fonctions. C'est l'appui professionnel de la première ligne, l'accompagnement et l'intervention pluridisciplinaire auprès d'enfants et de leurs familles dans le parcours diagnostique à travers un conventionnement avec des structures de deuxième ligne du territoire. Elle veille également, cette plateforme, à la coordination des professionnels de santé libéraux qui ont contractualisé avec la plateforme et l'accompagnement des familles dans le parcours qui va mobiliser tous ces professionnels. En conclusion, le parcours de soins du prématuré est un challenge pour les professionnels. Le suivi des enfants des prématurés est particulièrement axé sur le repérage, le dépistage, la prévention et la prise en charge multidisciplinaire des troubles neurodéveloppementaux. Cette prise en charge démarre dès la période natale précoce et se termine jusqu'à l'âge scolaire. Cette prise en charge ne pourra se concevoir sans l'implication formelle des parents dans le projet individualisée de leur enfant. Elle ne peut pas se concevoir en l'absence d'un réseau pour faciliter l'orientation des enfants et de leurs parents. Elle ne peut pas non plus se concevoir en l'absence d'une plateforme pour la coordination entre les différents intervenants. Alors, si on schématise maintenant la prise en charge après un séjour hospitalier de 3, 4, voire même 5 mois, selon le terme et la pathologie, le nouveau-né va sortir dans un environnement, il va être surveillé tout au long des 7 premières années de sa vie. Donc, il va avoir une consultation de pédiatrie ou de neuropédiatrie, plus ou moins la kinésithérapie dès le départ, ou la psychomotricité ou le psychologue dans un hôpital ou dans un centre d'aide médico-psychosociale, avec des consultations régulières et rapprochées. Si l'évolution motrice à l'âge entre 12 et 14 mois est tout à fait normal, le suivi pédiatrique va continuer de façon biannuelle. Si l'évolution du langage est tout à fait normale vers l'âge entre 2 et 4 ans, le suivi va se terminer de façon annuelle. Et si l'évolution est normale du graphisme et des résultats scolaires au cours de la première année, on peut considérer que le suivi spécialisé pourra être envisagé à l'arrêter. Si par contre l'évolution motrice est anormale, il faudrait dès la sortie envisager une prise en charge par la kinésithérapie
Alors, si l'enfant va avoir un retard ou un trouble neuromoteur transitoire, il va falloir assurer le suivi par un neuropédiatrie spécialisée pour mettre en place un suivi adapté à l'enfant par la kinésithérapie, la psychomotricité, l'ergothérapie. Si en plus l'enfant va avoir des difficultés de langage ou des difficultés du comportement ou de la motricité fine, il va bénéficier d'un suivi neuropsychologique, psychomoteur, orthophonique par les différents professionnels de santé. Et cette surveillance va être mise en place pour arriver à moduler les apprentissages scolaires. Et si la difficulté se poursuit, il faudrait assurer un suivi spécialisé tout au long jusqu'à la fin de où si l'enfant déclare une insuffisance motrice cérébrale, c'est-à-dire une paralysie, pour rechercher les troubles associés et assurer la poursuite du suivi de ces enfants. À la sortie, bien sûr, on peut envisager donc l'hospitalisation à domicile par les personnels, une puéricultrice, par exemple. Voilà, donc là, c'est un schéma de repérage de la prise en charge et du diagnostic des troubles neurodéveloppementaux proposé par la Haute Autorité de Santé qui implique la première ligne, le repérage par les professionnels de la petite enfance, ensuite un premier bilan qui va être prescrit par le médecin référent, le généraliste et le pédiatre. Et une fois donc le bilan a été, donc l'enfant va être dirigé vers un réseau avec l'intervention de la plateforme de coordination et d'orientation et il va y avoir donc un diagnostic qui va établir la prise en charge personnalisée, individualisée de l'enfant. Alors, le prématuré d'aujourd'hui est l'affaire de tous. Les enfants prématurés d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Et ce guide de parcours de suivi des prématurés est en cours d'élaboration par l'Instance nationale d'évaluation et d'accréditation de santé en collaboration avec l'Association tunisienne de médecine néonatale. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, notre ami et professeur Bliebsch. Merci d'avoir rappelé les différentes étapes du parcours de soins et de suivi des prématurés de l'anténatal jusqu'à l'âge préscolaire. On va enchaîner par les témoignages des parents de prématurés et nous tenons tout particulièrement à les remercier pour avoir accepté de partager leurs sentiments les plus intimes avec nous. Merci encore et désolé de ne pas pouvoir passer plus de témoignages faute de temps. Dr Bliebsch, à vous de nous faire passer la première vidéo, s'il vous plaît. تولد نهار الثورة في 14 جونفي في يوليو 15 جونفي 2011 عاش برسك عامين في السبيطار تعبنا على نورمالمون قلنا برشا خاصة نسمع برشا حكايات نمشي يعيش معاه باش تخلق برشا في النفس إنه يمكن يموت أو يموت من بعد تعودنا بعد عامين بعد غادي تعرف الستاف تكنيك الكل وخاصة المدربين باش ربي إن شاء الله يعطيهم الصحة الكل برشا حكايات نذكروا منها عندها 11 سنة الحكاية احنا تعودنا به عمرنا مع القدار ونسمع بالباهي بالباهي صعيب باش تربي صغير يتنافس بالسيف صعيب باش كل شهر تسمع باش نعمل عملية ديريفاسيون كل مرة نسمع حكاية الحمد لله ربي قعدوا جو سوفونير وتوا تعودنا بها عمر كيما نخدموها بكل شتاء تحكي معي كيف سلامة. أنا ريم أنا عمر كبيبي يمكن أكثر بيبي معروف في النيونات في تونس. Donc c'est un enfant prématuré de 25 semaines et 3 jours. تولد la nuit entre le 14 et le 15 janvier. Donc c'était la nuit la plus difficile يمكن مشكل لينا احنا يمكن في تونس الكل. الحمد لله توا il a presque 11 ans. Le début était très difficile et pour nous et pour le service de néonat, pour les médecins, pour les infirmiers, pour les techniciens, que je remercie beaucoup d'ailleurs et que je n'ai jamais cessé d'être reconnaissante des efforts les Amlornoana. Ils nous ont soutenus moralement en tant que parents et ils ont tout fait pour sauver Omar. Omar, il était né avec de très grands problèmes en fait. Il était intubé et ventilé pendant presque 15 mois successifs.
On n'arrivait pas à l'extuber. Il a fait plusieurs complications pendant cette période-là où il était intubé ventilé. On a dû le transporter soit pour une échographie cardiaque ou pour une IRM. Donc, il était toujours, on le ventilait toujours avec l'ambu. Donc, c'était pas facile. Vraiment, معناها تحس روحك تتعامل مع un être qui est tellement fragile لدرجة إنك تخاف حتى باش تحرك له راسه ولا حتى باش تبدل له كوش ولا حتى لي بتي تاك دوك نتاع أي ماما تنجم تعملهم أليز. أنا وقتها عمر كان في الكوفوز مربوط ببرشا خيوط من الأول ساعة أول نهار تولد فيه عمر وقتها تولد لو لوندومان. أنا وقتها تولد ما نسخيلوش باش يعيش ودايو حتى يعني حتى عندي شكون في الفامي ميدسان واقف معايا عمو وقتها كان يخدم في لوبيتال ميليتير معايا وقت النيسانس قال لي معناها ما تستنيش حاجه راهو معناها 25 سيمين شويه والكل قبلت الحكايه. لو لوندومان كي جيت باش نخرج انا من لوبيتال ميليتير قالوا لي نجم تدخل تشوفي. وقت اللي ريت عمر معناها بالحق معناها باش ندوخ ما ريت حاجه صغيره على الاخر قدامي برشا خيوط لي باتش ومربوط في قداش من لاباغي. وقتها انا ما نعرفش انا هي لاباغي اللي ياكل بها ولا هي لاباغي اللي يتنفس بها ولا هو سكوب اللي كي عنديك معناها لي فالور ولا ما عرفتش يسميه. دونك من الاول معناها كي ريت عمر قلت هذا امبوسيبل معناها غدوه مانيش باش نلقاه. الحمد لله قعد معناها قعد بيريود طويله ما تعداتش ساهله. معناها vous pouvez imaginer les complications تاع prématurité ما فماش complication تاع prématurité ما صارتش العمر واشاك فوا معناها انا ريسكي معناها باش يموت الكل. والحمد لله يا ربي عديت وتوا اون نو غارد كو دو بون سوفونير والحمد لله. بالعكس البيريود هذيك عرفتنا الطب كل قعدنا كونتاكت معهم الحمد لله فيهم كان ريزيدون تبارك الله سبيسياليست ويخدم من برا من الدكتوره هاله. عمر البيريود نتاعو على قد ما هي صعيبه على قد ما عرفتنا باحسن عباد تنجم تعرفهم في حياتك. والله مش خاطر الفيديو هذا باش يتفرجوا فيه هما ولا حاجه بالحق. دكتور بليبش دكتور قصد الله كلهم دكتور دعاج كل يعرفوا معزتها معنا. فما دي ريزيدون كما قال بوه التو معناها يخدموا لبرا ويمكن من 2013 ما شفناهمش معناها. اما لليوم يسالوا على عمر ويعرفوا معناها ويتبعوا في عمر وكل شيء. دكتورة هالة حاجي دكتور خليل مسعاوي دكتور إنس طرابلسي مريم برشا معناها سونسيتي لي نون الكل يرحم والديهم. ما فماش واحد تتعدى بالسيرفيس هذاك ما خليش فينا أثر طيب الحمد لله يا رب. في ستاج نتاع الأفلام كل طيبوا لها وطيبوا لها عصيدة الصباح ومن حتى الانيفرسير نتاعهم غادي ولا ولدهم عمر ولد السيرفيس والحقيقة يرحم والديهم. بون جوست حاجه نحب نقولها وقت اللي عمر اوسبيتاليزي على قد ما هكا معناها خايفه منش باش يصير غدوه خايفه باش يصير في الليل مثلا معناها ديما نبدا خايفه ونبدا معناها فما انسيرتيتود هكا فما خوف وفما انا اون ميم طون معناها تعلقنا به فهمت معناها ولينا نحبوا عمر المهم يعيش ما يهمناش معناها il va garder des séquelles neurologiques, que ce soit معناها باش يتعبنا في الدار. تويكا عمر à 11 ans, c'est un enfant à besoins spécifiques, mais c'est un enfant très épanoui. الحمد لله فرحان وديما يضحك عامل لنا جو في الدار. Il peut reconnaître sa famille معناها كي تقول له ماما يعرفني أنا يعرف بوه يعرف أمي خاطر أمي توا هي اللي هي بيها معناها depuis 2 ans هي أكثر وحدة اللي هي بيه. يعرف اخواته الحمد لله معناها عنده زوج اخوات سليمه وهارون يسون اون تري بون سونتي الحمد لله يا ربي. فهو جوست عمر في الشتاء معناها في سيزون ايفرنال ديما نستعملوا ماكينه الاكسجين سوا بور دي ايروسول سوا معناها اكسجين هكا 5 ساعات يتقلق ولينا نعرفوه معناها حتى من غير اوكسيمتر نعرفوا عمر يستحق اكسجين ولا ما يستحقش. كيني ريسبيراتوار يعمل ادوميسيل يتقلق والحمد لله ونعمل في كيني موتريس. Il évolue à petits pas, c'est vrai, mais il a évolué par rapport au week-end. Donc, je trouve que ça, je suis très satisfaite. C'est un enfant extraordinaire. Voilà. Malgré tout, c'est un enfant. Je vous remercie infiniment de
vraiment un très beau témoignage. Merci aux parents. Rabbi yahfaz Omar. On va passer à la vidéo suivante. Docteur Mahdawi, à vous de nous passer la vidéo suivante, s'il vous plaît. Il y a un petit problème de son. Docteur Mahdawi. Prématurée est une épreuve très dure et une véritable tempête d'émotions. Il faut dire que le déroulement de ma grossesse n'était pas facile du tout et je craignais le pire dès le début. Mais accoucher à 26 semaines, ça, je n'y ai jamais pensé. Moi, j'avais eu une fausse couche spontanée l'année précédente et j'étais très anxieuse dès le début. Ensuite, j'ai eu une menace d'avortement à 10 semaines d'aménorrhée, puis ma petite a tenu bon malgré une hémorragie très abondante. Puis, les complications se sont succédées jusqu'à avoir un col dilaté nécessitant la mise d'un PCR. Je comptais les jours. Mon objectif était d'atteindre le 7e mois. Pour moi, c'était inconcevable de pouvoir garder mon bébé au-delà de ce terme. Je ne voulais pas préparer l'arrivée du bébé, ses vêtements, sa trousse de toilette, son lit avant cette date. Comme on dit communément, mouchiller. Et même si le risque d'accoucher plus tôt que prévu était toujours présent, quand ça arrive, c'est un véritable choc. Tout d'un coup, au beau milieu de la nuit, j'ai perdu les os. J'étais à 26 semaines plus 3 jours. À cet instant, ma vie a complètement basculé. J'étais terrifiée, mais je devais garder la tête bien froide. J'ai appelé tout de suite mon gynécologue qui m'a demandé de rejoindre une clinique comprenant une réanimation néonatale. Là, c'était confirmé, j'allais accoucher prématurément. On a tout de même essayé de gagner un peu de temps, mais pas assez à cause de l'infection materno-fétale. Mon gynécologue m'a prescrit du Célestine pour la maturation pulmonaire et qui était en rupture. Mon mari, avec tout le stress à gérer, devait trouver un moyen de s'en procurer dans les plus brefs délais. Ensuite, le médecin néonatal est venu me voir. Elle devait me parler des risques et là, elle m'a annoncé que selon les statistiques, la chance que ma fille survive était de 20% des cas et même si elle survivait, elle pouvait garder des séquelles dans 50% des cas. Et là, c'était vraiment le choc. Le plus dur, c'était de l'entendre discuter des possibilités de réanimation et qu'en cas où elle ne respirait pas, on devait choisir de la réanimer ou non, comme si une mère pouvait prendre la décision de laisser son enfant mourir. Entre-temps, mon bébé me donnait des coups au ventre plus forts que d'habitude. Pour mon gynécologue, les complications de l'infection primaient et il était focalisé sur le risque d'endométrite et de septicémie. Il m'a dit que je devais également choisir si j'allais accoucher par voie basse ou par césarienne et les risques de chaque procédure pour moi et pour le bébé. Il fallait également choisir le bon timing pour l'accouchement, gagner du temps pour la maturation et ne pas faire sortir le bébé trop tard avec la perte du liquide amniotique. C'était vraiment trop de décisions fatidiques en un temps minime. Bien sûr, le médecin ne pouvait ne pas parler du coût de l'hospitalisation en néonatologie, pouvant atteindre des chiffres énormes, sans garantir les résultats, et la difficulté extrême de trouver une place dans les services de réanimation néonatale publique. À cet instant-là, c'était vraiment la chose la plus importante. Il fallait assurer à mon bébé les meilleures conditions.
Et finalement, on m'a amené à la salle d'accouchement en moins de 48 heures, juste le temps de passer les corticoïdes et le sulfate de magnésium. Bien sûr, je n'y étais pas préparée du tout, je ne savais pas ce que je devais faire. J'ai même appelé ma sœur en direct de la salle pour lui demander comment je devais faire. Mon gynécologue devait tenir la salle d'écho car mon bébé était trop petit pour avoir un rythme cardiaque à l'RCF. Au final, l'accouchement s'est rapidement déroulé par voie basse. On n'a pas nécessité de césarienne. Mon gynécologue m'a précédemment informé qu'il n'allait pas couper le cordon immédiatement pour améliorer la perfusion du bébé. Et pour moi, c'était vraiment les 30 secondes les plus longues de ma vie. Je n'arrêtais pas de prier à très haute voix. Et puis, tout d'un coup, ma fille a pleuré vigoureusement. C'était vraiment très intense comme sensation. On m'a montré rapidement mon bébé. Elle était trop petite et très, très belle, et surtout vivante. Bien sûr, tout ce que j'ai imaginé au début de la grossesse ne pouvait se faire. Je ne pouvais pas la toucher, la mettre contre moi, l'embrasser. Ils ont dû l'emmener rapidement pour la réanimation, mais j'étais quand même très, très heureuse à cet instant. J'ai oublié toutes mes peurs, j'ai arrêté de penser à ce qui pouvait se passer après. Bien sûr, quelques heures plus tard, c'était le retour à la réalité. Je suis descendue voir ma fille à la réanimation. Le médecin m'a dit qu'elle pesait 840 grammes et qu'elle était plutôt stable, mais que rien n'était garanti. Heureusement, on a réussi à la transférer dans une réanimation dans un hôpital public sans aucun incident. Là, notre parcours très dur et très intense a commencé et a duré 3 longs mois. Au début, j'allais voir ma fille presque quotidiennement et même 2 fois par jour. Je la regardais à travers la couveuse, je lui parlais fréquemment, je priais pour elle, je pouvais aussi la toucher, la caresser, mais je ne pouvais la prendre dans mes bras, l'embrasser, ce qui était vraiment très frustrant pour moi. Évidemment, je me désinfectais les mains un millier de fois à chaque toucher. Ma fille était toujours éveillée et j'avais l'impression qu'elle me regardait directement dans les yeux. Et je me demandais souvent si elle pouvait savoir si j'étais auprès d'elle. Elle était si petite. C'était un fœtus trop pressé pour retrouver le monde. Mais il ne lui a sûrement pas plu. Elle était intubée, branchée à plusieurs électrodes, avec une sonde dans la bouche et un cathéter au ventre. Le son du scope était affreux. J'en garde encore une phobie. En la voyant, je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas sa place, qu'elle devait être tranquille, bien au chaud dans mon ventre. C'était très dur de la voir souffrir et pleurer à cause des multiples piqûres. J'arrêtais pas de suivre le scope car elle faisait fréquemment des bradycardies sévères. Et bien sûr, à chaque fois, mon cœur s'arrêtait également. Quand je venais d'arriver au service et que j'étais en train de mettre ma blouse, j'entendais l'alarme sonner et je priais que ça ne soit pas ma fille, que ce soit un autre bébé. C'est très égoïste, je le sais, mais je pouvais m'en empêcher. Durant 18 jours, elle était bien stable et malgré sa petite taille et sa fragilité, moi, je la trouvais bien forte. Elle a joué du bébé au bout de 3 jours et elle a commencé à prendre des poids très lentement. Elle a même eu sa première douche. J'étais très optimiste, ce qui faisait parfois peur à l'équipe médicale qui me voyait s'attacher à elle de plus en plus. Malheureusement, après, elle a fait une infection sur cathéter compliquée d'une septicémie. Ce jour-là, je suis allée la voir, mais je l'ai trouvée fatiguée plus que d'habitude. On m'a dit qu'elle avait de la fièvre et qu'ils lui ont fait des prélèvements. J'étais auprès d'elle lorsque, subitement, elle a arrêté de respirer. Je me suis affolée, j'ai appelé le médecin et je suis revenue vers elle. Je la voyais inerte. Son rythme cardiaque a baissé jusqu'à 20 battements et sa saturation de l'oxygène jusqu'à 60%. Et puis, j'ai arrêté complètement de regarder le scope. Tout le monde s'est arrêté pour moi à cet instant. J'ai prié de toutes mes forces. Les médecins sont venus l'intuber rapidement. Moi, je suis restée devant la chambre fixée sur le scope. Et puis, ils sont venus me dire que son état était critique et que c'était presque impossible qu'elle survive. C'était sans doute l'épreuve la plus terrifiante de ma vie. Il lui fallait une force divine pour s'en sortir et malgré tout, je n'ai pas arrêté d'y croire. Tout le monde voulait que je me prépare au pire des scénarios. Ils avaient peur pour moi du choc émotionnel que je risquais d'avoir. Moi aussi, après un certain temps, je me suis résignée à la volonté de Dieu
mais je devais être présente avec elle jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Les jours suivants étaient également très très durs, et à chaque fois que le téléphone sonne, mon cœur s'arrêtait. Ma fille est restée intubée pendant 11 jours, et puis elle s'est miraculeusement remise. Bien sûr, ensuite, c'était pas toujours la joie. Il y avait toujours des soucis. La persistance du canal artériel, une leucomalacie, la rétinopathie, qui ont progressivement disparu avec le temps. Je me suis rapprochée de plus en plus de la fille. J'ai pu la tenir contre moi et perdre du poids trop, ce qui était aussi bénéfique pour elle que pour moi. Et puis, j'ai commencé à lui donner le sein. C'était très laborieux avec ses problèmes respiratoires, mais très gratifiant. Je venais plus souvent la voir le matin, l'après-midi. Parfois, je faisais semblant d'oublier mes affaires pour revenir la voir le soir. Je voulais vérifier ses paramètres, s'il n'avait pas encore arraché la sonde de gavage. Après plus de 2 mois en unité de soins intensifs, elle a été mise en unité d'élevage. Il fallait lui trouver des vêtements miniatures et une tétine adaptée à sa bouche. J'ai appris à lui donner un bain et à changer sa couche. Pour lui, ce sont des choses simples, mais pour moi, c'était vraiment magique. Je devais également me préparer à la sortie. Pour moi, j'avais plusieurs craintes, surtout concernant son corps. À ce moment, elle avait 1,6 kg. Elle allait perdre du poids à la sortie. Est-ce qu'elle pouvait avoir une température normale avec ce poids de poids? Et si elle me faisait des fausses routes ou autres incidents, est-ce que je pouvais vraiment gérer tout ça? Par contre, le jour de la sortie, c'était vraiment une fête pour toute la famille. Heureusement pour moi, je n'ai pas eu de difficultés avec elle. Tout s'est normalement déroulé, à part quelques problèmes habituels de reflux et d'autres problèmes digestifs mineurs. Finalement, avoir un bébé prématuré est un mélange d'émotions, d'amour, de culpabilité, d'inquiétude et de fierté. On ne sait pas où se situer entre la peur de perdre son bébé et l'envie de s'y attacher. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin imminent d'agir pour la sauver. Après, maintenant, la crainte est toujours présente. Est-ce que le bébé va avoir un développement psychomoteur normal, un poids normal? Est-ce qu'il y aura des complications qui vont apparaître plus tard? Mais le sentiment qui prime vraiment, c'est la reconnaissance. Je suis reconnaissante tout d'abord envers le bon Dieu, envers ma famille merveilleuse qui m'a toujours soutenue. Bien sûr, le personnel soignant avec tous ses efforts et ses exploits admirables malgré les conditions difficiles. Et ça pourrait tout aider, mais je suis également reconnaissante envers le coronavirus qui a permis de presque éradiquer les pandémiques et de permettre à ma fille d'avoir une place en réanimation, également de diminuer les infections nosocomiales. Je peux également vous exprimer ma fierté envers ma fille, battante, acharnée et gagnante jusqu'au bout. Aujourd'hui, on s'estime vraiment heureux d'avoir bénéficié d'un minimum de soins convenables pour assurer la survie de ma petite mère. Mais pour moi, cette chance doit être un droit pour tous les prématurés et même les très grands prématurés. Merci, chers parents, pour ces témoignages vraiment bouleversants. Et sans plus tarder, on passe la parole au professeur Soumaya Hlay. Alors, docteur Hlay, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour à tous. J'avais déjà écouté ces témoignages de parents que vous m'aviez envoyés et les réécouter est toujours associé à énormément d'émotions. Bon, je vous remercie, Dr Qassem et Dr Blibish, de m'avoir invité, ainsi qu'à l'Association tunisienne de médecine néonatale, m'inviter à parler de ce sujet. Et aussi, en vous écoutant, Dr Blibish, vraiment, je suis très contente de cette revue systématique de la littérature du parcours scientifique pour les petits prématurés. Comme vous avez dit, il peut y avoir beaucoup de complications et beaucoup de difficultés. Et je me rends compte qu'on travaille trop souvent chacun de notre côté. Par exemple, pour le MChat, on est en cours de validation du MChat-RF. Bon, on en a parlé un peu une fois avec Dr Qassem. Pour le dépistage précoce,
et les signes, un programme de dépistage précoce adapté à la Tunisie aussi. Il y a plein de choses qui sont faites, mais c'est vrai qu'ils sont faits un peu de façon monocentrique. Ça serait intéressant de développer un réseau de soins pour développer le parcours. Donc, comme je vous ai dit, quand j'ai vu les vidéos, j'ai senti que c'était plus adapté de parler de façon générale et que le PowerPoint peut-être ne répondrait pas toujours aux besoins ou aux attentes des parents qui nous écoutent. Et je pense que je n'ai pas trop eu tort vu que Dr Blibesh a présenté tout ce qui, au niveau de la technique, est utile pour aider les parents et les enfants qui vont avoir besoin de dépistage, d'aide, de soutien de leur naissance, ou disons jusqu'à l'entrée à l'école à peu près. C'est ce qui a été présenté. Voilà. Alors, donc vous m'avez demandé quel est le mode d'emploi magique. Donc c'est pour être parent, et ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire pour être un bon parent ou un assez bon parent d'un enfant prématuré. Et en lisant le titre que vous m'avez suggéré, donc je me suis dit que la réponse, elle était aussi bien dans les deux magnifiques, je dirais même sublimissimes, des témoignages de parents que nous venons d'écouter, tout autant que dans la question que vous m'avez posée, ou que vous avez choisie pour moi, Dr Qassem. Et en y repensant, j'ai pensé que le mot-clé, c'était bien sûr celui de magique. Qu'est-ce qui est sous-entendu par ce mot magique? Comment être, quel est le mot d'emploi magique pour être un parent de prématuré? Et quand on pense à ce mot magique, donc que cela pourrait signifier? Magique, c'est quoi? Magique, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et la réalité, c'est que survivre à la prématurité, ce n'est pas le résultat du naturel. Et c'est le résultat de l'avancée scientifique, de l'avancée technologique, d'une aventure humaine dans le dépassement des limites de l'humanité. Et tout dépassement de limites, il est lié à celui de la mort, de notre propre mort, ou encore plus difficile à imaginer, la mort de nos enfants. Et c'est ça qui est vraiment très, très effrayant, comme l'ont très bien exprimé les parents au niveau de ces deux témoignages. Donc, et les limites, toutes les nouvelles formes, toute limite qu'on va dépasser, elle va entraîner des nouvelles formes de vie qu'on est en train de découvrir avec des enfants prématurés, de plus en plus prématurés. Et ces nouvelles formes de vie, ces nouvelles formes de vie adaptées ou qui nécessitent des adaptations, elles sont parfois douloureuses et elles résultent du dépassement du naturel, donc du magique. Donc, quand on dit magique, c'est aussi lié à un côté fantastique. Et ce qui est fantastique, c'est la capacité des parents à ressentir, au même moment, à un même moment, et même je dirais à plusieurs mêmes moments, car ces moments sont douloureux et nombreux. Donc, des sentiments contradictoires, mais c'est des sentiments dans la réalité qui sont humains et que aussi les parents ont bien exprimé dans ce témoignage. Donc, ces sentiments contradictoires, je vais les citer. Peut-être ce n'est pas exhaustif, mais je vais citer cette opposition entre l'espoir et le désespoir que nous ressentons devant un enfant prématuré, la colère qui s'oppose à la résignation, la haine vis-à-vis de toute forme d'autorité. Pourquoi ça nous arrive à nous? Donc, toute forme d'autorité, ça peut être aussi par déplacement la haine du personnel soignant, la haine du médecin, la haine de Dieu, ça peut arriver. Et en opposition, on peut ressentir de l'amour pour cela même que je viens de citer, toute forme d'autorité, le personnel soignant, le médecin, Dieu. Donc, l'amour de l'enfant qui n'est pas encore, qui est encore un concept parce qu'on n'arrive pas à le toucher comme un enfant normal, on n'arrive pas à l'adopter aussi facilement qu'on adopte un enfant normal par les gestes que l'on a pour lui très précocement. Le désir est perdu de vie, donc pour cet enfant qui peut s'opposer à la crainte de la mort, à un espoir irréaliste, parfois de survie. Cela a été aussi bien exprimé par les parents, ou parfois même au désir d'en finir, et même de se risquer à espérer la mort délivrante pour l'enfant, avec tout ce que cela peut induire de sentiments de culpabilité et de douleur pour les parents. Ce qui peut s'opposer aussi et que l'on ressent au même moment,
et de façon répétée quand on est parent d'un jeune ou d'un prématuré plus âgé, c'est cette opposition entre un optimisme délirant et un pessimisme réaliste. Et c'est une dure réalité de ressentir cela à la fois, parfois en devenir fou. Est-ce que j'ai bien raison d'être aussi pessimiste, mais bien que ce soit réaliste? Et est-ce que j'ai raison d'avoir un optimisme délirant? Il y a aussi le déni, l'acceptation résignée. Donc l'acceptation résignée du destin, du risque, des évolutions séquelaires. Vous avez dit, elles sont fréquentes, d'autant plus fréquentes que l'enfant est petit. L'acceptation résolue et sublimée de ce que le destin peut nous écrire, comme cela a bien été décrit par le premier couple de parents. Il y a aussi les joies immenses devant d'infimes signes d'espoir, de progrès minimes qui contrastent avec les parents d'enfants non prématurés. Mais ces joies pour des signes minimes d'espoir s'opposent parfois à des peines immenses. Ce sont des peines qui sont parfois tues et donc elles sont parfois tues parce qu'elles sont à l'origine de grandes douleurs qui oppressent des cœurs déjà endoloris à la moindre annonce. Et souvent, ce sont des annonces de mauvaises nouvelles que les parents entendent de façon répétée en néonatologie et même après quand il y a des anomalies du développement de l'enfant. S'oppose aussi en nous la sérénité et la force qui s'opposent à des peurs enfouies ou des angoisses majeures, intenses, mortifères. Donc, ce sont des angoisses majeures et des peurs que l'on enfouit pour protéger notre conjoint, pour protéger notre enfant, pour protéger nos autres enfants, pour nous protéger nous-mêmes, parfois du regard hostile ou peiné de l'autre qui nous fait très, très, très mal. Magique, c'est-à-dire aussi fascinant. Et ce que l'on peut dire, c'est que les parents d'enfants prématurés, ils sont fascinants par l'endurance et le courage dans l'adoption d'un enfant particulier, inattendu, malgré toute préparation. Malgré toute préparation, cela, et comme cela a été dit, c'est toujours inattendu. Cet enfant si petit, si fragile, si immature. Ce qui est fascinant aussi, c'est l'endurance et le courage dans l'invention d'un comportement intuitif. Ce qu'on a appris parce qu'on l'a vécu avec nos parents, c'est être un enfant normal et avec des parents normaux. Or, ici, nous sommes des super parents parce que c'est un enfant qui est beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus difficile à gérer. Donc, c'est un comportement intuitif car il est nouveau et il n'a pas été appris. Il ne s'apprend pas avec un enfant qui est, c'est-à-dire à terme, et qui va réagir dans une interaction banale, dans une interaction réconfortante, facilement réconfortante pour le parent. Ce qui est fascinant aussi, et enfin, c'est l'endurance et le courage de devenir le parent de soi-même et de son enfant, parce qu'on doit apprendre à gérer ses propres angoisses pour protéger donc cet enfant encore vulnérable et souvent longtemps vulnérable. Donc, vous l'avez compris, ce mot magique que vous m'avez donné, Dr Qassem, il comprend la persévérance, l'amour et l'optimisme. Et il est naturel que ces dernières caractéristiques, la persévérance, l'amour, l'optimisme des parents ne soient pas toujours au rendez-vous. Et en leur absence, le soutien, le travail d'équipe au sein du couple, mais aussi avec le personnel soignant, sont de rigueur. Et c'est eux qui raniment, ou plutôt nous dirons qui réaniment ces fonctions vitales que sont la persévérance, l'amour et l'optimisme et qui sont parfois et naturellement essoufflés. Merci. Professeur Hlayem, pour votre analyse. Je suis en train de voir s'il y a des questions qui ont été posées par notre assistance. Et je vois finalement qu'il n'y a pas de questions posées. Comme vous l'avez bien dit, donc, la magie de la prématurité est qu'elle nous confronte tous à des sentiments très contradictoires entre espoir et désespoir, joie et peine, force et faiblesse, tendresse et violence. La magie de la prématurité, c'est aussi cette aventure dans laquelle s'embarque le prématuré lui-même, les parents et également
pour le bien-être de ces prématurés. Notre collaboration en tant qu'équipe soignante sera au top. J'espère qu'on arrivera à optimiser cette prise en charge et bon courage à nous tous, bon courage à nos prématurés, bon courage à ses parents et bon courage également à nous, équipe soignante qui côtoyons ces nouveau-nés au quotidien. Merci à vous tous, merci pour avoir assisté à notre webinaire et Inch'Allah, الباهي باش يجي إن شاء الله القدام. Bonne soirée à vous tous et on se reverra, Inch'Allah, lors d'un prochain webinaire. Merci à tous nos conférenciers pour les présentations magnifiques. À très bientôt et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.